Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le libre accès de l'obligation à l'opérationnalisation. Je m'appelle Mathieu Ayoum, je suis bibliothécaire à l'UQTR. Mon travail aujourd'hui va être d'animer essentiellement les échanges et les différentes présentations qu'on aura aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, on a quand même un bon programme. On va avoir un webinaire divisé en 3 parties, si on veut. La première partie va porter vraiment sur les politiques gouvernementales, les voies du libre accès. Donc, on va vraiment faire une mise en contexte de tout ça. Avant de céder la parole à Julie Cardinal, qui est directrice traitement documentaire et métadonnées à l'Université de Montréal et qui va nous présenter la nouvelle politique de l'UDM en matière de libre accès. Puis on va compléter avec une table ronde sur l'opérationnalisation et les mécanismes de vérification. Je vous expliquerai le fonctionnement de la table ronde en temps et lieu. Donc, pour commencer, nous avons Rémi Barbonne, agent de recherche à l'UQ, Félix de la Durantaye, bibliothécaire à l'ENAP, et Valérie Levasseur, bibliothécaire à l'UQAC, qui vont nous faire notre première présentation, notre mise en contexte des politiques gouvernementales et des voies du libre accès. Donc, je vous laisse maintenant la parole. En fait, ça va être moi qui va commencer. Bonjour tout le monde. Donc, Félix de la Durantaye, à l'ENAP, bibliothécaire à Québec. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est ça. Dans le fond, moi, mon objectif à moi, ça va être un peu d'introduire au libre accès, parce que l'objectif, quand même, de ce webinaire-là, c'est de présenter un panorama. Évidemment, on veut aller un peu plus profondément au niveau de l'opérationnalisation puis des politiques, mais je veux quand même prendre quelques temps pour aborder les grandes lignes du libre accès, essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est le libre accès. C'est un peu complexe. Donc, Mathieu, tu peux peut-être passer, s'il te plaît, à oui, c'est ça, à celle-ci. C'est une citation qui est tirée de l'initiative de Budapest, qui a été écrite en 2001. Donc, qui définit assez bien, qui définit pour la première vraie fois ce qu'est le libre accès comme mouvement. Un mouvement dans le contexte de la recherche scientifique. Donc, par libre accès, nous entendons sa mise à disposition gratuite sur l'Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel ou s'en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique, autre que celle indissociable de l'accès et l'utilisation d'Internet. La seule contrainte sur la reproduction et la distribution et le seul rôle du copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux auteurs un contrôle sur l'intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnu et cité. Donc, ça, c'est la première vraie définition. Ça met la table, en quelque sorte, à ce qu'on doit entendre comme concept par libre accès. Donc, évidemment, là, on a plusieurs concepts importants comme le texte intégral, l'Internet public, le copyright. La seule barrière, autrement dit, ce serait à la dissémination. Le but, c'est la dissémination au savoir, gratuit. C'est pour ça qu'on parle d'ouverture. C'est l'ouverture au plus de monde possible. Et les seules barrières, c'est le copyright, qui est important, de reconnaître la propriété intellectuelle et reconnaître le droit d'auteur, et la barrière technologique. Je vais en parler plus à fond dans la prochain écran, merci, qui décrit un peu en trois axes qu'est-ce que c'est. C'est d'abord un mouvement. Là, on parle de l'initiative de Budapest en 2001, mais il y a eu d'autres initiatives, en guillemets. Il y a eu la déclaration de Berlin en 2003, la déclaration de San Francisco en 2012, l'appel d'Amsterdam en 2016 et l'appel de Jussieu en 2017. En 2017, j'ai mis une petite barre parce que c'est un appel qui dure encore dans le temps. D'ailleurs, l'Université de Nantes, je pense, s'est inscrit en 2021. Donc, c'est des signataires qui continuent à s'inscrire
dans ces appels-là, dans ces différents textes fondateurs, ou en tout cas ces espèces de des balises de ce mouvement-là qui progresse. Donc, il y a une progression. C'est pour ça qu'on parle de mouvement, parce qu'on a commencé timidement avec l'initiative de Budapest, c'est-à-dire, ben, le libre accès, c'est important. Et puis, en 2003, on est un peu plus ferme. Donc, c'est donc déclaration de Berlin, déclaration de San Francisco. En fait, c'est la Declaration on Research Assessments qui renforce un peu plus, mais qui parle de la bibliométrie, mais qui renforce quand même certains aspects du libre accès, notamment au niveau des listes de référence. Et il y a donc l'appel Amsterdam Call for Action on Open Science, qui est important aussi en 2016, et qui reprend tous les efforts qui ont été faits avant. Et là, qui s'inscrit vraiment à la croisée des chemins. Ce qu'ils disent, c'est qu'on a parcouru un certain chemin, mais il nous reste encore beaucoup d'autres à accomplir. Donc voilà, c'est un mouvement. Le libre accès, c'est aussi une façon de concevoir la recherche. J'allais dire une philosophie de la recherche. Parce que le but, c'est donc, sa prétention est démocratique, c'est d'ouvrir la recherche à tous, à tout le monde. Des pauvres aux riches, des riches aux pauvres. Donc, c'est aussi une collaboration. Et là, ça rejoint l'aspect communautaire que je dis en troisième lieu. Donc, ça vise le partage de la connaissance. Parce que l'objectif, c'est de faire partager le plus possible la connaissance, la science, la recherche. Donc, et donc, c'est de travailler ensemble. C'est ça l'objectif. Donc, démocratique, communautaire, transparente aussi, parce que, évidemment, il y a sur, comment je peux dire, il y a comme point de mire l'augmentation des prix des abonnements, notamment des bouquets de périodiques par les éditeurs, les fournisseurs, qui ont augmenté avec les années. On parle de paywall. Donc, on veut atteindre une certaine transparence, mais une transparence aussi transparence donc des publications, mais aussi de la science en tant que telle. Et enfin, il ne faut pas oublier que c'est un enfant de l'informatique, le libre accès. C'est-à-dire qu'il dépend, c'est un mouvement qui prend l'origine dans l'Internet public, comme on appelait en 2001. Donc, prend racine dans les Internets, c'est-à-dire dans l'accès à cette toile-là, au World Wide Web, puis donc au réseau informatique. Ce qui n'est pas si évident parce qu'on parlait de digital divide à une certaine époque, d'un fossé numérique, c'est-à-dire cet accès-là n'était pas universel, juste les riches qui pouvaient se le payer. Là, maintenant, il y a un peu plus, ça s'est démocratisé, un peu plus universalisé, mais quand même, il ne faut pas oublier donc, que ça dépend de cette technologie-là. Et c'est grâce à cette technologie-là que cette bonne idée-là est arrivée. Et enfin, évidemment, ça dépend. Faut les fichiers, il faut qu'ils s'installent, il faut qu'ils se déposent à un endroit. Donc, il faut qu'ils prennent de la place sur les serveurs de façon pérenne. Mathieu, si tu veux bien passer à l'autre slide, ce qui est ma dernière pour ma partie. Je vais passer la parole à Valérie après. Dans le fond, moi, qu'est-ce qu'on déduit de tout ça au niveau académique pour nous, là? Il y a plusieurs avantages au libre accès. D'abord, ça offre une alternative au modèle d'affaires coûteux des grands éditeurs et fournisseurs. Ça, je l'ai dit. Mais c'est évidemment ce qui est le plus évident pour nous. Ensuite, ça diffuse le plus largement les publications. Il y a plus de citations, évidemment. C'est plus cité. Ces ouvrages-là sont davantage cités. Ça évite de réinventer la roue et de refaire les mêmes erreurs. On est dans cette tendance-là actuellement. Dans les universités. On cherche à faire du partage d'informations, de ne pas recréer la chose de notre côté. Donc, les chercheurs aussi peuvent le faire, notamment au niveau des données de recherche, dont on parle énormément actuellement.
ça renforce aussi la validité des publications, forcément, parce que la science est partagée, plus elle est lue, plus elle est critiquée, constructivement, évidemment, on l'espère, et donc plus elle est renforcée à quelque part, elle est plus robuste. Et enfin, 5e point, elle réconcilie la recherche scientifique avec sa vocation humaniste. Ça, c'est mon petit point personnel, évidemment, pour ceux qui me connaissent. J'aime bien l'époque des Lumières, donc j'aime bien cette espèce de retour vers les bases humanistes de la connaissance. Je pense à l'encyclopédie Diderot. On pense donc à tous ces auteurs-là qui voulaient ouvrir la publication, les publications au monde, à ceux qui savent lire, tout simplement. Voilà, je pense que c'est terminé. C'est tout. Je vais laisser la parole à Valérie Levasseur pour sa partie. Merci. Merci, Félix. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis bibliothécaire à l'UQAC et responsable du dépôt institutionnel de l'UQAC. Donc, comme Félix le disait, quand on parle de libre accès sous l'angle des publications, bien, il y a différentes voies par lesquelles on peut diffuser ou publier ces publications-là. Alors, moi, je me propose là, de vous présenter dans les minutes qui suivent les diverses voies, là, les principales, parce qu'il en existe plusieurs autres nominations. Donc, je vais vous présenter les principales voies là, qui peuvent être utilisées pour diffuser l'information en libre accès. La suivante. Alors, quand on parle de avant le libre accès, les auteurs avaient qu'une seule voie pour diffuser leurs publications. Donc, c'est elle qu'on voit dans le bas du schéma. C'était par les revues traditionnelles, par abonnement. Donc, le lecteur, pour avoir accès au contenu des articles, devait s'abonner et doit encore s'abonner parce que ces revues-là ne sont pas mortes. Alors, doit s'abonner pour avoir accès au contenu. Et quand on parle du processus éditorial de ces articles-là, bien, il y a une évaluation par les pairs qui est effectuée. Et au moment de la publication de l'article, souvent, l'auteur va, via une licence, transférer des droits à l'éditeur, ce qui va faire en sorte le plus souvent que l'auteur lui-même ne pourra pas réutiliser son matériel. Donc, dans ce cas-ci, on parle surtout là, dans le petit triangle jaune, c'est l'accès payant, l'accès restreint, où là, le lecteur doit vraiment payer pour accéder au savoir. Avec l'avènement du libre accès, bien là, on a vu arriver un nouveau type de revue qui sont les revues en libre accès. La revue en libre accès, contrairement à la revue traditionnelle, va donner accès à son contenu de manière gratuite au lecteur. De la même façon que les revues traditionnelles, il va y avoir la plupart du temps un système d'évaluation par les pairs. Mais la différence, c'est qu'à ce moment-ci, au moment de la publication, l'auteur va conserver tous ses droits, ce qui va lui permettre une réutilisation de son contenu. C'est ce qu'on appelle la voie or. Initialement, on avait juste cette teinte-là qui existait quand on parlait de revues en libre accès, alors on parlait de voie or. Avec le temps, il y a un dégradé de cette teinte-là qui varie, là, qui a plusieurs options de libre accès au niveau des revues. Je vous en présente deux. Maintenant, on parle entre autres de voie or. Dans la voie or, c'est vraiment le modèle auteur-payeur. Donc, les frais de publication, au lieu de charger la lecture à la lecture des articles, on transfère les frais de publication à l'auteur. Donc, c'est ce qu'on appelle la voie or. Au niveau de la voie diamant, dans cette voie-là, il n'y a aucun frais de publication qui est exigé là, pour les auteurs. Dans les revues en diamant, on retrouve principalement des revues subventionnées par les institutions ou par l'État. Donc, il n'y a aucun frais qui est chargé à l'auteur. Le problème avec, entre autres, le modèle auteur-payeur, c'est qu'on fait encore face à un problème d'équité au niveau de l'accès au savoir. Donc, ça demeure toujours. En fait, on a juste déplacé le problème. On est passé d'un modèle où les lecteurs qui étaient moins bien nantis ne pouvaient pas accéder au savoir à un modèle où maintenant, ce sont les scientifiques moins bien nantis qui ne peuvent pas diffuser les résultats de leurs découvertes, étant donné qu'il y a des frais qui sont souvent assez élevés là, dans les revues qui utilisent le modèle auteur-payeur.
Bien que quand on regarde dans le répertoire des revues en libre accès, le DOAJ, on nous indique qu'à peu près 71% des revues qui n'exigent pas de frais de publication aux auteurs. Quand on décortique un petit peu plus puis qu'on regarde au niveau de la langue de publication de ces revues-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même des fossés là, qui sont assez grands. Par exemple, si on parle des revues dont la langue de publication est en anglais, on chute à 66% des revues qui n'exigent pas de frais, alors qu'à l'inverse, quand on est dans les revues écrites en espagnol, portugais ou français, bien là, on est au-delà de 95% des revues qui n'exigent pas de frais. Donc, on se ramasse avec un fait, c'est que les auteurs qui désirent publier en anglais, ils ont plus de chances d'avoir à payer des frais de publication. Donc, c'est un peu la problématique qu'a engendré la voie or avec le modèle auteur-payeur. Puis à travers tout ça, les revues traditionnelles qui continuent de subsister ont essayé aussi de tirer leur épingle du jeu avec l'arrivée du libre accès et vont offrir maintenant une voie qu'on appelle hybride. Alors, une revue traditionnelle qui nécessite normalement un abonnement pour accéder à son contenu va offrir à l'auteur de payer des frais de publication supplémentaires pour que l'article lui-même soit disponible en libre accès à travers la revue traditionnelle. Encore là, on arrive avec une problématique, c'est qu'on va souvent faire face à un double paiement par les fonds publics de ces articles-là. En fait, on a le chercheur qui est subventionné, qui va payer des frais de publication pour que son article soit disponible en libre accès dans ce type de revue. Et de l'autre côté, on a les bibliothèques qui vont devoir continuer de s'abonner à cette revue-là parce que ce n'est pas l'entièreté du contenu qui est disponible gratuitement. Donc, on se ramasse avec finalement des revues qui font encore plus d'argent sur le dos des fonds publics. Donc, si on parle de ces trois voies-là, la suivante, s'il vous plaît. Donc, on parle de la voie diamant, la voie or ou bien la voie hybride. C'est des voies de publication qui permettent de répondre aux exigences des organismes subventionnaires. Puis ça, Rémi va vous en donner plus de détails là, dans quelques minutes. La suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qui est important lorsqu'un auteur décide de publier dans une revue là, de voie or ou diamant ou hybride, c'est que s'il veut répondre aux exigences des organismes subventionnaires, c'est que ça doit être fait dans les 12 mois suivant la publication, donc la mise en libre accès. Une chose aussi qu'il est important de mentionner aux chercheurs et de les conscientiser, c'est les frais de publication qui peuvent souvent être associés à ce genre de publication en libre accès. Donc, c'est important pour les chercheurs de bien lire les licences pour éviter les surprises quand arrive la facture, là, de bien voir si on sélectionne telle option de publication en libre accès, les frais qui y sont rattachés. C'est important aussi pour le chercheur de prendre le temps de vérifier est-ce que les coûts qui sont chargés pour publier dans cette revue-là sont raisonnables compte tenu de la visibilité que m'offre la revue. Alors, ça peut aider aussi le chercheur à faire un choix là, judicieux dans la revue. Et bien entendu, c'est tout aussi important de vérifier la crédibilité puis la notoriété de la revue choisie, parce qu'on a vu arriver là, avec la facilité de créer des sites web, avec l'opportunité engendrée par le désir, le besoin de publier des chercheurs. Et on a vu apparaître beaucoup de revues qui sont douteuses quand on parle des standards d'édition scientifique, tout ce qui concerne les processus de révision des articles, par exemple. Donc, souvent, ces revues-là n'auront pas de processus très rigoureux de révision des articles, mais vont quand même charger des frais aux auteurs. Alors, c'est important pour les auteurs là, de bien évaluer la revue avant de publier au risque d'entacher leur réputation. Diapo suivante. Merci. Alors, je vous présente ici quelques ressources, puis le PowerPoint va vous être rendu disponible aussi. Alors, vous n'avez pas à noter si jamais ce sont des ressources que vous ne connaissez pas. Donc, quand vient le temps de choisir une revue en libre accès, le répertoire des revues en libre accès, le DOAJ, est un outil là, très utile dans lequel on retrouve beaucoup de détails sur chacune des revues en libre accès, comme les coûts de publication, ensuite le processus de révision par les pairs qui est effectué. Alors, ça peut être très, très intéressant d'aller consulter ce répertoire quand vient le temps de choisir une revue. Au niveau du groupe de travail de l'UQ sur les éditeurs prédateurs, on a aussi monté une page web dans laquelle
on présente du matériel de sensibilisation. Vous pouvez réutiliser une capsule vidéo, des affiches. Donc, ça peut être intéressant là, pour faire sensibiliser les chercheurs à ce style de publication et aux éditeurs prédateurs. On a aussi une grille qui est à l'intention des bibliothécaires que vous pouvez utiliser là, pour évaluer les revues. Ensuite, vous avez le site ThinkCheck Summit, qui est finalement un rappel des grandes questions à se poser quand vient le temps de choisir une revue. Et un outil qui a été mis récemment en ligne, c'est le Compass to Publish, qui est un outil qui est francophone malgré son nom. Ça a été mis en ligne par l'Université de Liège, alors il est bilingue. C'est un outil diagnostique qui permet d'évaluer l'authenticité d'une revue. Alors, c'est à travers certaines questions et on a un baromètre là, qui nous indique le degré d'authenticité ou de fiabilité de la revue. Suivante, s'il vous plaît, Mathieu. Ensuite, l'autre voie dont je voulais vous parler, c'est celle qu'on appelle la voie verte. Alors, par la voie verte, un auteur est libre de publier dans la revue de son choix, donc revue en libre accès, or, diamant, revue traditionnelle, mais en complémentarité, peut décider de diffuser une version autorisée de son article via un dépôt institutionnel ou un dépôt disciplinaire, dépendant du cas. C'est ce qu'on appelle la voie verte. Ce genre de publication-là, de diffusion en libre accès via un dépôt institutionnel, répond aussi aux exigences des organismes subventionnaires. Puis l'avantage, c'est que cette façon-là de faire est gratuite, contrairement, par exemple, à la publication par la voie or. Suivante, s'il vous plaît. Ce qu'il faut prendre en considération quand on décide de publier, de diffuser notre article via un dépôt institutionnel, c'est entre autres de vérifier finalement les conditions émises par les éditeurs envers cette diffusion-là en libre accès. Il y a deux conditions que les éditeurs peuvent soumettre. C'est souvent au niveau de la version, des versions qui vont être autorisées à diffuser dans un dépôt institutionnel. C'est rarement la version publiée, finale, là, mise en page de la revue qui est autorisée. C'est plus souvent la version acceptée et corrigée, qu'on appelle aussi post-publication. Donc, le texte constitue vraiment le texte final après les corrections et évaluations par les pairs, mais qui n'est pas encore mis en page au format de la revue. Un autre critère que les éditeurs peuvent mettre aussi comme condition, c'est la période, le moment à laquelle il va être possible de diffuser en libre accès la version autorisée. Et pour répondre aux organismes subventionnaires, l'important, c'est que cette période d'embargo soit en deçà de 12 mois. Suivante. Quelques ressources utiles si des chercheurs sont intéressés par la voie verte. Donc, bien entendu, il y a l'outil Sherpa Romeo que la plupart d'entre vous devez connaître. C'est un outil qui recense les politiques des différents éditeurs. En fait, il y a plus de 4800 éditeurs qui sont répertoriés dans Sherpa Romeo et pour lesquels on a les détails des versions autorisées, des embargos exigés pour tous ces éditeurs. Aussi, c'est important de se rappeler que dans le cas où un éditeur refuse la diffusion en libre accès, il est toujours possible de négocier avec l'éditeur ses droits afin de conserver minimalement des droits qui nous permettent de diffuser via un dépôt institutionnel. Ces informations-là sont bien expliquées là, dans le guide des droits d'auteur de l'ABRC, dont je vous ai mis le lien aussi. Dans la diapo suivante, s'il vous plaît. Oui, j'en profite pour dire qu'il ne reste que quelques minutes pour cette section. Donc, au final, la dernière chose que je voulais vous mentionner, c'est que pour les organismes subventionnaires, la diffusion via un site personnel ou via des réseaux sociaux comme ResearchGate, Facebook, ça ne constitue pas du libre accès, donc ça ne répond pas à leurs exigences. Puis c'est important de rappeler aux chercheurs que si un éditeur ne permet pas le dépôt de la version PDF sur un dépôt institutionnel, ben, c'est tout aussi illégal de mettre cette version-là sur ResearchGate ou un site personnel, par exemple. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire et je laisse la parole à Rémi. Bonjour, donc moi c'est Rémi Barbonne, je suis agent de recherche à l'Université du Québec, plus précisément à la direction des études et de la recherche. Je travaille beaucoup en fait avec les doyens de la recherche et les bureaux de la recherche. Et je trouve ça très intéressant d'ailleurs de souligner aujourd'hui qu'il y a plusieurs personnes de ces bureaux de la recherche qui assistent à la présentation. Le libre accès, c'est une responsabilité avant tout des chercheurs, mais
c'est aussi une responsabilité des établissements d'aider les chercheurs à remplir leurs obligations. Puis c'est évidemment les bibliothécaires, mais ce peut être aussi les personnels des bureaux de la recherche. Ça va être la diapo suivante, Mathieu. Donc, ce que je vais vous faire, en fait, c'est une brève, vu qu'on a peu de temps, analyse comparée des politiques de libre accès au niveau des organismes subventionnaires fédéraux versus les organismes provinciaux. Donc, tout le monde n'est peut-être pas familier avec ces différents organismes, c'est pour ça que je vais passer un peu de temps là-dessus. Je vous ai mis le lien, en fait, des différentes politiques. La politique des 3 conseils ou 3 organismes date dans sa dernière version de 2016. Vous avez le lien ici pour y accéder. La politique des fonds de recherche du Québec date, elle, de 2019. Donc, quand on parle des 3 organismes, on parle des instituts de recherche en santé du Canada, ce qu'on appelle les IRSC, qui, eux, avaient déjà une politique de mise en libre accès des publications depuis 2018. Et la politique de 2016 rend obligatoire, en fait, la publication en libre accès à partir du 1er mai 2015 des professeurs financés finalement par le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie et le Conseil de recherche en sciences humaines. Ensuite arrive la politique des fonds de recherche du Québec en 2019 qui demande en fait la mise en publication des publications résultant en fait des financements accordés à partir du 1er avril 2019. Donc parmi ces fonds, on retrouve les fonds de recherche Société Culture, FRQSC, Nature et Génie, FRQNT et le fonds de recherche en santé. On va passer à l'autre diapositive. Alors là, vous avez un tableau en fait qui résume principalement les ressemblances et les différences entre les différentes politiques. On voit qu'au niveau des principes directeurs et des objectifs, ils sont les mêmes, c'est-à-dire le libre accès, la diffusion et le partage des résultats des travaux de recherche. En ce qui concerne le champ d'application, on va regarder au niveau des financements et des types de publications. Pour ce qui est des financements, ça concerne les chercheurs. Dès lors qu'un chercheur est financé par un de ces fonds, il a cette obligation de publication en libre accès. On pourrait peut-être préciser dans le détail que les FRQ détaillent plus, spécifient les co-chercheurs et un certain nombre d'autres participants à des projets, tandis que dans la politique fédérale, on dit tout chercheur bénéficiant d'un financement doit publier en libre accès. Grande différence en revanche entre les deux politiques, c'est que la politique des FRQ étend l'obligation de publication en libre accès aux étudiants, ce qui n'est donc pas le cas des étudiants donc financés par les FRQ, ce qui n'est pas le cas dans la politique des 3 conseils. Pour ce qui est des types de publications, dans les 2 cas, il s'agit des articles révisés par les pairs. Pour ce qui est des autres publications, monographies, chapitres de livres, il n'y a pas d'obligation en fait dans les politiques, mais là, je dois préciser que le FRQ a fait marche arrière parce que dans une première version, il demandait l'obligation de mise en libre accès de ces autres types de publications. Et puis finalement, devant des questionnements qui ont été soulevés, notamment au niveau des droits par rapport aux éditeurs et tout, ils ont fait marche arrière, mais n'empêche que ça existe dans la politique comme recommandation. Et on trouve également dans la foire aux questions relatives à la politique des 3 conseils cette même recommandation. Le délai, c'est 12 mois après publication, comme Valérie vous l'a expliqué. Il y a une obligation de reconnaissance aussi. Il faut absolument que soit mentionné l'organisme subventionnaire. On retrouve ça dans les 2 cas. Les moyens préconisés, c'est exactement ce que Valérie vous a très bien expliqué. Il y a 2 options, soit un dépôt en ligne, dépôt institutionnel, dépôt thématique, soit une revue en libre accès. Et dans les 2 politiques est spécifié que les coûts éventuels pour publier dans une revue en libre accès sont des dépenses admissibles à la subvention. Pour ce qui est du respect des règles, en fait, ça renvoie au cadre normatif, c'est-à-dire la conduite responsable en recherche, qui s'applique donc aux chercheurs et aux établissements, et ce, à la fois pour les 3 conseils et les fonds de recherche du Québec. Je relève quand même une directive qui est mise dans la politique du FRQ qui spécifie que, alors est-ce que c'est vraiment rentré en œuvre, est-ce que c'est vraiment appliqué, mais que les évaluateurs des demandes de subvention devraient considérer comme un critère la publication, l'existence en libre accès des publications dans le CV des chercheurs qui soumettent des demandes de financement, ce qu'on ne trouve pas dans la politique des 3 conseils fédéraux. Voilà, c'est ce qui clôt ma partie.
je vais ouvrir mon micro, ça va mieux aller. Merci Rémi pour la présentation des politiques des organismes subventionnaires. Puis au-delà des politiques de ces organismes-là, il existe aussi des politiques institutionnelles. Juste pour faire une petite entrée en matière pour la présentation de Mme Cardinal, quand on parle des politiques institutionnelles suivantes, s'il vous plaît, la BRC va classer, nous indique que finalement les politiques institutionnelles pourraient être classées pour la majeure partie dans 3 grandes catégories. La plus populaire, c'est celle du bas, qui est par résolution ou libre adhésion. C'est la plus populaire, c'est celle que la plupart des universités ont opté là, comme politique. Alors, c'est une politique qui encourage, qui favorise, qui fait la promotion du libre accès sans nécessairement être contraignante. Donc, on mise sur l'adhésion volontaire des gens à ce principe-là. À l'opposé du spectre, on a en tête de liste des politiques qui vont obliger le dépôt, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune renonciation possible, à un tel point que ça fait partie du processus d'évaluation de la recherche. Un exemple qui est très populaire, c'est celui de l'Université de Liège, où la politique mentionne que lors d'évaluation des chercheurs, seules les publications présentes dans le dépôt institutionnel vont être considérées. Et entre ces deux opposés-là, ces deux extrêmes-là, il y a les politiques de retrait ou de conservation des droits qui, sans obliger, vont vraiment prendre un positionnement plus franc, plus que simplement encourager, de par le fait que ce n'est pas une libre adhésion, mais pour se retirer de l'exigence de la politique, on doit demander ou faire une demande de retrait finalement pour ne pas adhérer à la politique. C'est le genre de politique qui a été entérinée en 2019 à l'Université de Montréal et sur laquelle je vais inviter Mme Cardinal à nous entretenir. Oui, juste le temps de partager mon écran. Pendant que vous prenez le temps, je vais juste en profiter pour mentionner qu'on va manquer un peu de temps pour prendre les questions suite à cette partie-là. Si jamais vous en avez pour Félix, Rémi ou Valérie, vous pouvez les garder. On va avoir une période dans la table ronde où ces 3 personnes vont faire partie du panel. Donc, vous pourrez leur poser vos questions à ce moment-là. J'en profite aussi pour les remercier parce qu'en tant que membre du groupe de travail sur le libre accès de l'Université du Québec, ils ont activement participé à l'organisation de ce webinaire-là, présente dans le webinaire, qui est, lui, organisé par le groupe de travail sur le développement des personnels du sous-comité des bibliothèques du BCI. Donc, merci à vous 3 et merci à Mme Cardinal d'avoir accepté de présenter la nouvelle politique de libre accès de l'Université de Montréal, qui est, je pense, sans être un expert du sujet, une des plus ambitieuses au Québec. Donc, j'ai très hâte d'entendre plus. Je vous laisse maintenant la parole. Merci. Donc, normalement, vous voyez bien ma présentation parce que je ne vois plus personne. On voit très bien, tout est beau. Merci beaucoup. Alors, juste avant de commencer, bon, vous voyez le titre, la politique de l'UDM. Ma présentation met beaucoup plus l'accent sur le rôle des bibliothèques, mais l'opérationnalisation. Et comme vous voyez, je suis la directrice du traitement documentaire et métadonnées, donc vraiment l'accent est sur le dépôt dans notre dépôt institutionnel Papyrus et le traitement, la vérification qui se fait lors des soumissions et des dépôts. Alors, oui, je vais passer un peu la politique, mais l'accent de ma présentation est sur l'opérationnalisation de cette politique, particulièrement à la DTDM. Je le mentionne, Direction du traitement documentaire et métadonnées, c'est long à dire, donc l'acronyme est DTDM, c'est pour pas que vous perdez en cours de route. Alors, voici au menu. Donc, oui, je vais repasser quand même la politique de libre accès de l'UDM, donc les étapes qui ont mené au lancement, les principaux éléments, parce que, comme je vous dis, je vais mettre l'accent sur l'opérationnalisation de cette politique. Le rôle des bibliothèques, donc au soutien, au dépôt, les métadonnées et la vérification des licences. Puis, je vais vous laisser avec quelques questions. En fait, une politique ne vient pas régler les questions qui sont posées et ça nous fait, nous, comme équipe à la DTDM, se poser beaucoup de questions.
Je sais que j'ai mon équipe de traitement qui est à l'écoute, qui est là au webinaire. Donc, j'espère ne pas vous faire honte et ne rien oublier. Donc, à la période des questions, n'hésitez pas si j'ai oublié ou de préciser certains éléments. Je vous encourage. Alors, les étapes qui ont mené à lancement de la politique, je dis bien lancement parce qu'il y a eu la pandémie qui s'est immiscée dans tout le processus. Alors, on commence en 2014 où le comité consultatif sur les bibliothèques propose de former au comité de la recherche de former un groupe de travail mixte sur le libre accès pour développer un plan d'action institutionnel. Alors, ce groupe de travail mixte est composé de chercheurs, professeurs, des gens des bibliothèques. Il y avait à l'époque Richard Dumont qui était directeur général, Diane Sauvé, directrice du soutien à la recherche, à l'enseignement, bon, la dessert. Et moi, parce que c'est l'équipe ici à la DTDM qui soutenait déjà les déposants dans Papyrus. Les travaux se sont échelonnés au groupe de travail de 2015 à 2017 et ça a mené à l'ébauche de la politique de libre accès. Cette ébauche-là a été ensuite soumise pour étude au comité de la recherche de l'Assemblée universitaire. Et là, ça en est suivi des discussions, suggestions, validations, propositions avec le vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, le secrétariat général, les affaires juridiques. Donc, ces discussions-là ont eu lieu en 2018-2019. Pour finalement aboutir à la présentation de la politique qui est en vigueur et adoptée à l'Assemblée universitaire le 2 décembre 2019. Cette politique-là devait entrer en vigueur et être implantée en hiver, à l'hiver et au printemps 2020. Comme on sait tous, la pandémie s'est immiscée dans le processus et c'est ce qui fait que le lancement a été reporté et qu'il n'a été fait qu'en janvier 2021, donc en janvier de cette année, avec le communiqué que vous avez à l'écran le 25 janvier, où la communication s'est faite sur la nouvelle politique. Alors, quels sont les éléments principaux de cette politique? Les auteurs visés par la politique, ce sont tous les membres du corps professoral, les chercheurs, les chargés de cours, les étudiants inscrits dans un programme, donc les étudiants sont visés, les stagiaires postdoctoraux et les professionnels de la recherche. Les publications visées par la politique sont les articles de revue, les chapitres de livres savants, les communications publiées dans des actes de colloque et les revues scientifiques. Les auteurs ont des obligations, donc de déposer dans le dépôt institutionnel Papyrus, donc le dépôt de l'Université de Montréal, ou de diffuser en libre accès dans un dépôt disciplinaire fiable, par exemple Archives, publié dans une revue aussi en libre accès est acceptable. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas obligation que ça soit uniquement dans Papyrus, il y a obligation de diffuser que ça soit en libre accès. Il faut évidemment que ça soit la version révisée par les pairs. Donc, on en a discuté dans l'introduction. Et ça vise tous les types de documents de la politique. Donc, ça n'empêche pas un chercheur de déposer d'autres types de documents, mais il y a obligation pour ces types de documents-là de déposer en libre accès. Les auteurs doivent déposer leurs documents dès qu'il est accepté pour publication et qu'il intègre toutes les modifications demandées par le comité d'évaluation. Alors, dans le cas d'une revue qui exigerait un embargo de 12 mois, par exemple, l'équipe du dépôt Papyrus va traiter de la soumission, mais va ajouter l'embargo pour exiger. Donc, et à la fin de ce délai-là d'embargo, le document va être automatiquement diffusé en libre accès. Comme je vous ai expliqué, il y a eu un délai là, entre le lancement de la politique et son adoption, ce qui fait que la politique ne s'applique pas aux publications antérieures au 1er février 2021. Alors, il n'y a pas obligation
pour les auteurs de déposer. Par contre, c'est encouragé et plusieurs l'ont fait d'ailleurs. On en a profité pour déposer des documents rétrospectivement. On l'a mentionné, la politique de l'Université de Montréal prévoit un désengagement. Alors, l'université reconnaît qu'il peut exister des situations où l'auteur ne peut se conformer à la politique. Alors, tout membre de la communauté universitaire a donc le droit de se soustraire sans condition aux obligations décrites dans la politique, mais ce désengagement-là doit être fait pour chacune de ses publications. Ce n'est pas un désengagement une fois je le demande et je me suis désengagée pour toutes mes publications, mais à chaque publication, il doit remplir le formulaire de désengagement. Donc, effectivement, il a fallu mettre en place un formulaire de désengagement qui est assez simple. Il n'y a pas, ça revient comme question fréquemment, est-ce que vous allez vérifier la conformité? Donc, il n'y a aucune mesure qui est prévue à l'encontre des auteurs qui ne se conformeraient pas à la politique. Par contre, d'où le formulaire de désengagement, là, on s'engage à compiler des données et à les analyser pour connaître les raisons des désengagements. D'ailleurs, dans le formulaire, là, il est très simple, c'est bon, le type de document pour lequel on demande un désengagement, la référence DOI, mais surtout la raison ou les raisons du désengagement. Et on demande aussi aux auteurs, parce qu'il faut aussi qu'ils soient conscients qu'ils ont des obligations, particulièrement s'ils ont reçu une subvention des organismes, de diffuser leurs publications en libre accès. Donc, ils doivent aussi indiquer comment ils vont se conformer aux exigences de ces organismes subventionnaires. Alors, la politique de l'Université de Montréal, elle affirme clairement que le libre accès, c'est l'option de diffusion par défaut pour l'université. C'est une politique qu'on a qualifiée dans plusieurs présentations et j'adhère à cette position-là. Elle est modérée, mais elle s'aligne sur les politiques des organismes subventionnaires en accordant une période d'embargo de 12 mois. Comme pour les éditeurs qui ont cette exigence d'embargo. Ce qui m'amène à vous parler du cœur de la présentation, le rôle des bibliothèques. Juste avant, je vais mentionner que la politique prévoit des responsabilités et des rôles. C'est inscrit dans la politique. C'est le vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation qui a la responsabilité de l'application de la politique. Et donc, c'est le vice-rectorat qui a lancé la politique, entre autres, ils ont lancé une boîte courriel pour répondre aux questions des chercheurs. D'ailleurs, la question des APC est revenue fréquemment. Les chercheurs, professeurs, auteurs ont de la difficulté à comprendre ces subtilités-là. Donc, toutes les questions sur la politique étaient répondues par cette équipe-là. Par contre, les questions qui avaient attrait plus à l'opérationnalisation, comment je dépose, la politique me demande de déposer dans le dépôt Papyrus, comment je fais ça. Ces questions-là étaient redirigées vers le courriel des bibliothèques. Je vais y venir là, dans les prochaines diapositives. Il y a eu des communications à la communauté et il y a eu 2 présentations au début février pour expliquer la politique. Sur le site des bibliothèques que je vais présenter prochainement, il y a justement la présentation que Vincent Larivière a fait lors de ses présentations à la communauté UDM. Le rôle des bibliothèques que je vous ai mis là est tiré de la politique elle-même, donc c'est écrit noir sur blanc. Alors, les bibliothèques soutiennent les membres de la communauté universitaire dans les modalités d'application de la politique, notamment en offrant un environnement de dépôt, qui est Papyrus, pour les publications et en assurant la diffusion en libre accès de ces documents. Donc, les bibliothèques doivent soutenir les membres de la communauté dans le dépôt de leurs publications en libre accès. Alors, comment ça s'incarne et ça s'opérationnalise? Évidemment, on a toute une section web sur le libre accès avec des guides,
mais je vous ai mis dans les encadrés les liens utiles. Donc, on a rajouté des liens vers le texte de la politique, la foire aux questions qui a été montée par ma collègue Diane Sauvé et revisée par plusieurs, mais c'est un élément clé du soutien. Et le guide du déposant papyrus qui existait déjà, mais qui a été revu justement avec l'entrée en vigueur de la politique. Et finalement, dans ce guide du déposant-là, il y avait déjà, pour rejoindre l'équipe de traitement, donc téléphone, courriel, mais ce que je voulais souligner, c'est que le soutien des bibliothèques, c'est aussi par les bibliothécaires disciplinaires. Je sais que j'ai plusieurs collègues là, qui écoutent. La porte d'entrée, évidemment, quand on est en présence et qu'on n'est pas en télétravail, c'est par le bibliothécaire disciplinaire que les auteurs connaissent et qui vont souvent s'informer. Donc, on le mentionne, mais le soutien s'exerce beaucoup par nos collègues en bibliothèque. Alors, je tiens à les remercier et ça fait une belle collaboration avec, je dirais, nos bibliothécaires disciplinaires directement en contact avec les usagers et l'équipe qui est derrière et au traitement. Et franchement, c'est vraiment chouette de voir cette collaboration-là pour soutenir notre communauté. Alors, je vous parlais de la foire aux questions qui est costaude. 32 points, abondamment consultés, mise à jour régulièrement. Et donc, évidemment, on y aborde ce qu'est le libre accès, la politique, mais comment se conformer, donc comment déposer dans Papyrus. L'option de désengagement, évidemment, on ne peut pas passer sous silence le droit d'auteur, les licences. Et comment Papyrus permet le rayonnement et les publications et où sont moissonnés, où est moissonné le dépôt Papyrus. Vous pourrez aller consulter, c'était dans la page et le site web des bibliothèques sur le libre accès. Alors, voici le cœur de ce qui est fait pour soutenir nos professeurs-chercheurs lors des dépôts. Ce qu'il faut dire, je mentionne, c'était, on avait déjà l'infrastructure qui était existante. Bon, Papyrus est en fonction depuis 2005. Donc, on avait déjà un processus, on avait déjà l'infrastructure qu'il fallait. On avait également des équipes expérimentées. Alors, l'équipe à la DTDM est constituée de 4 techniciens. 2 techniciennes sont plus spécialisées pour les thèses et mémoires, 2 un petit peu plus pour les publications autres. Il y a une bibliothécaire qui coordonne l'équipe, mais on a une bibliothécaire aussi qui voit pour les normes et veille aux métadonnées et qu'on se conforme aux normes. Donc, c'est quand même une bonne équipe qui est ici à la direction du traitement. Cette équipe-là était déjà en place. On ne l'a pas mis en place avec l'entrée en vigueur de la politique, là. On a juste mis un petit peu plus de temps, par contre. Alors, c'est un processus de dépôt qui était déjà en place, mais qui est simplifié. Donc, pas besoin de voir ce qui est écrit dans l'image, mais ça, c'est le formulaire de dépôt. Alors, c'est quand même assez simple. Il y a très peu de champs obligatoires. L'idée, c'est de ne pas compliquer la vie d'un déposant, mais de lui simplifier la vie. Alors, tout simplement, il faut faire le choix de la collection appropriée qui est selon l'unité académique d'appartenance. Évidemment, il faut indiquer le type de document déposé, article, chapitre de livre, autre. L'affiliation de l'auteur. Il peut en inscrire plus qu'une, mais il y a minimalement une affiliation à inscrire. Pour les articles, il faut indiquer la version déposée, donc pré-publication, post-publication ou version publiée. La référence au document, le DOI suffit, l'équipe de traitement va s'assurer de compléter les métadonnées par la suite et d'en les enrichir. Évidemment, il faut joindre le fichier à diffuser. Il y a d'autres champs disponibles. Par exemple, s'il y a un ensemble de données de recherche qui est lié à la publication, on peut l'indiquer. Toute information qu'on veut voir ajoutée, le déposant peut l'ajouter. Et ce qui simplifie aussi la vie, c'est que l'auteur peut mandater un tiers pour faire le dépôt pour lui. Évidemment, chaque dépôt est traité et vérifié.
D'abord, il y a une validation et un enrichissement des métadonnées à partir soit de la version publiée ou à partir du PDF joint lui-même. Donc, on s'assure que la référence est complète, titre de publication, date de publication, éditeur. On regarde aussi les informations sur le document hôte, c'est-à-dire la revue, le titre, volume, numéro. On ajoute des mots-clés, résumés si c'est présent. On fait aussi du contrôle de qualité, c'est-à-dire qu'il y a un guide de saisie détaillé qui a été bâti pour s'assurer de l'uniformité des descriptions, pour ainsi faciliter aussi la recherche dans Papyrus et dans le dépôt. Il y a par exemple une vérification qui s'effectue pour l'uniformité des formes de nom d'auteur et des titres de revue, pour éviter la multiplication des formes et donc compliquer la recherche. On fait la vérification des droits de diffusion pour les articles. Alors, évidemment, consultation des politiques compilées dans Sherpa Romeo. Il y a, si nécessaire, recherche sur les sites web des éditeurs et des revues. Quand il n'y a pas d'informations, l'équipe peut entrer en contact direct avec la revue par courriel pour demander des précisions et voir si on peut diffuser dans un dépôt. Et toutes ces informations-là viennent alimenter un fichier interne pour conserver les informations, qui est partagé sur l'intranet de la DTDM publiquement, c'est-à-dire que les bibliothécaires dans le réseau peuvent le voir. Ont les informations et ça nous évite aussi de dupliquer, de refaire des demandes pour des revues pour lesquelles on aurait déjà l'information et qu'on aurait obtenu de l'éditeur les informations. Finalement, vérification de la conformité de la soumission. Là, il ne s'agit pas ici de la conformité à la politique, mais de la conformité, à savoir, on vérifie si c'est la version qui est déposée. On ajoute depuis, ça c'est nouveau depuis janvier 2021, on ajoute une licence CC appropriée. On va évidemment appliquer l'embargo si nécessaire. Donc, il y a un embargo de 12 mois. Si jamais le déposant, la revue prévoit un embargo qui excède 12 mois, à ce moment-là, l'équipe avise le déposant qu'il ne se conforme pas à la politique. Et à ce moment-là, il faut que le déposant remplisse le formulaire de désengagement. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu qu'un formulaire de désengagement rempli et envoyé. Donc, on peut dire depuis février de cette année, jusqu'à maintenant, il n'y a eu qu'un seul formulaire de rempli. Je vais terminer ma présentation avec des éléments qui demeurent, en fait, qui suscitent beaucoup de questions. Comme je l'ai dit, il y a une politique, mais ça ne fait pas en sorte qu'il n'y a pas de questions. Je dirais que ça les multiplie, les questions, et particulièrement pour les équipes, l'équipe ici de traitement. Et voici 3 éléments sur lesquels on se pose des questions ou on doute, je pourrais dire ça comme ça, où il y a des zones d'ombre. Les pre-proof ou les in-press ou sous-press, ce sont des articles qui sont accessibles sur la plateforme de l'éditeur avant la publication officielle. Donc, ces articles-là n'ont pas de date de publication. Dans Papyrus, nous avons besoin d'une date de publication, donc il faut mettre une date, il n'y en a pas. Et donc, en plus de ça, s'il n'est pas publié, on peut ne pas avoir l'information du volume, du numéro de la revue dans lequel il va être publié. Alors, que fait-on? Donc, on a pris l'option de dire, ben, on va mettre la date de dépôt. Parce que sinon, l'autre option, c'était de retenir le dépôt, ce qui n'est pas tout à fait conforme à la politique, mais ça demandait surtout de surveiller quand est-ce que l'article serait publié, ce qu'on ne peut pas faire, c'est impossible. Donc, ça nous a posé des questions. Il a fallu d'établir des règles pour ces articles-là.
Évidemment, là, il y avait la question d'embargo de 12 mois. Comment peut-on mettre un embargo si on n'a pas de date de publication? Alors, il nous fallait une date de publication. C'est maintenant la date de dépôt. L'autre question qui s'est posée, ce sont les chapitres de livres. Alors, pour les articles, on peut vérifier les politiques des éditeurs. Les chapitres de livres, c'est impossible. C'est un contrat avec l'auteur. L'auteur, lorsqu'il dépose dans Papyrus, indique qu'il a les droits. Donc, c'est sur la bonne foi, mais il y a des déposants qui écrivent des notes qui nous font douter. Je vais dire ça comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vérifie? Est-ce qu'on repose des questions? Est-ce qu'on ne pose pas de questions? Donc, comme j'ai dit, beaucoup de questions à l'interne pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec des déposants qui nous donnent des informations qui ne sont pas très claires. Le parti qu'on a pris, c'est on ne peut pas vérifier avec les éditeurs les contrats avec les auteurs et donc les chapitres de livres vont être diffusés tels quels, à moins que clairement le déposant nous dise qu'il n'a pas les droits. Alors à ce moment-là, on va lui dire qu'on ne peut pas déposer son chapitre et il faudra qu'il se désengage de la politique. Et finalement, les embargos. Je dirais que ce n'est pas clair pour les déposants. Ça fait beaucoup d'allers-retours et de questions. Ce n'est pas tant dans la gestion des embargos qui pose problème, mais dans les questions où un déposant se fait dire que, compte tenu de l'embargo, on ne peut pas diffuser. Et là, souvent, c'est « ben oui, mais la politique me dit de le diffuser et de le déposer ». Donc, ça fait poser beaucoup de questions à notre communauté sur ce qu'ils ont le droit de faire et pas faire. Donc, pour terminer, il ne faut pas prendre ces chiffres-là comme étant des statistiques de dépôt conformes à la politique. C'est vraiment pas ça. De un, il est trop tôt, on n'a pas assez de recul. C'est juste que je trouvais intéressant de comparer pour le 25 janvier étant la date du lancement et des communications qui ont commencé plus officiellement pour la politique, jusqu'au 9 avril, date à laquelle on a pris les statistiques, juste de voir si le fait de faire des communications, de faire des présentations avait comme éveiller les consciences au libre accès ou en tout cas rappeler l'existence de notre dépôt. Ben, c'est quand même intéressant que pour la même période, il y a eu le double de soumissions acceptées dans le dépôt. Comme je dis, ce n'est pas nécessairement en conformité de la politique, mais c'est quand même du libre accès et des soumissions acceptées, le double. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a triplé notre nombre de déposants. Et donc, il y a des gens qui ont été, qui ont redécouvert, je vais dire ça comme ça, on va présumer qu'ils savaient Papyrus et qui ont peut-être décidé, même si ce n'est pas en conformité de la politique, de déposer rétrospectivement leur publication. Donc, c'est quand même un bon point pour le libre accès et la visibilité que ça donne à leur publication. Alors, voilà, ça complète ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Julie. Je vais arrêter le partage. Voilà. On a quelques minutes encore si vous avez des questions concernant la politique de l'Université de Montréal. Peut-être pendant que les gens y pensent ou rédigent, vous pouvez poser vos questions via l'espace de discussion ou simplement en levant la main dans Zoom. Là, vous pouvez trouver la petite main dans l'onglet Réaction en bas de votre écran normalement. J'aurais envie d'en poser une rapidement quand même. Julie, tu disais que vous avez 3 fois plus de déposants, ce qui est vraiment génial. Est-ce que ce sont des déposants qui viennent déposer dans la bonne humeur ou est-ce qu'ils se tentent un peu de tirer puis ils sont un peu grognons? Comment ça se passe, cette relation-là? C'est difficile à mesurer, mais j'ose espérer que ça se fait dans la bonne humeur parce que non, je pense que les gens découvrent que c'est simple, peut-être, par les communications. Okay. C'est sûr qu'ils ont assisté aux présentations puis là, disent « Ah, ben finalement, j'en
j'en ai plein de publications. Excusez-moi, j'ai un employé qui s'en allait et qui a oublié que j'étais en présentation. Et donc, non, je pense que le fait de découvrir que ça peut être simple, qu'ils sont accompagnés surtout, s'ils ont des questions, il y a des gens qui sont là pour les soutenir, répondre à leurs questions. Ça dégonfle des fois ce qu'on pense qui est compliqué, puis on se lance, puis pourquoi pas. Et je pense que c'est ça. Non, je pense que ça se fait dans la bonne humeur. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Beaucoup de questions, cela dit. Les frais à la publication, je pense que la politique est venue un petit peu mélanger les cartes, là. Beaucoup de questions au vice-rectorat là-dessus. Est-ce que ça veut dire que l'université paye nos frais pour publier dans des revues en libre accès? Non, c'est pas ça qu'elle dit, la politique. Ça veut dire que vous pouvez publier dans les revues que vous voulez. Par contre, il faut que d'ici 12 mois, ça soit dans un dépôt en libre accès, que ça soit Papyrus ou autre. C'est ce que ça dit. Il y a beaucoup d'éducation encore à faire. Je dirais, la politique ne vient pas régler ça. OK, OK. Ah ben merci. On a une question de Sophie Saint-Cyr. Est-ce que les vérifications dans Sherpa Romeo sont faites, je suppose, et si nécessaire, sur le site de l'éditeur, se font uniquement par les bibliothécaires et les techniciens du traitement documentaire après le dépôt? Donc, est-ce que c'est seulement votre équipe qui fait cette vérification-là? Je dirais que le gros est fait par notre équipe. Parce qu'elles doivent le faire, c'est dans le processus. On n'y échappe pas avant de publier, il faut s'assurer, mais ça peut se faire en bibliothèque. Je veux dire, ça dépend comment, si un professeur-chercheur est allé voir son bibliothécaire disciplinaire et qui a posé des questions puis qui veut savoir s'il a le droit, les bibliothécaires sont là pour leur répondre et leur montrer et vérifier avec eux. Donc, je pense qu'il y a plusieurs vérifications. Au traitement, cette vérification-là est une étape obligatoire. OK. Toujours dans la même veine, on a une question de Mylène Lalonde. J'ai eu un cas où j'ai consulté Sherpa et le site de l'éditeur et le libre accès n'était pas permis. Mais en se tournant vers le chercheur, il avait son contrat d'édition qui prévoyait l'accès libre dans le dépôt institutionnel. Est-ce que c'est un cas que vous avez rencontré? Là, ça serait plus à mon équipe de répondre. J'imagine que ça a dû se présenter. Nous, en revérifiant, des fois, il faut lire entre les lignes. Des fois, sur le site, ça ne dit pas la même chose. Je pense que des fois, c'est compliqué. Et oui, j'ai sûrement qu'il y a eu des cas. Je ne sais pas, Laurence ou Sabrina, j'ai vu qu'ils étaient là. Si vous voulez intervenir, ne vous gênez pas, là. Oui, si vous voulez, je peux intervenir. Bonjour. Je suis la bibliothécaire, dans le fond, dans l'équipe de Julie Cardinal à la DTDM. Donc, oui, ça arrive, ce genre de cas-là. Je n'aurais pas une estimation quantitative à vous donner, mais c'est vraiment prévu que si on refuse un dépôt pour une telle raison, on envoie un courriel au déposant. En fait, le message de refus dans notre plateforme informe le déposant que s'il a une autre entente avec son éditeur qui permettrait le dépôt, de nous informer, puis alors on va accepter le dépôt, bien entendu. Et même au moment du dépôt comme tel, il est invité à indiquer des dispositions particulières de son contrat d'édition qui se substitueraient à la politique globale de la revue. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même des chercheurs qui vont jusqu'à le négocier dans leur contrat, même si d'office, ce n'est pas nécessairement permis. Mais c'est ce que je disais, le formulaire de dépôt est simple, mais il y a quand même des champs où on peut ajouter des notes additionnelles. Donc, il y a certains chercheurs qui vont d'emblée l'indiquer. D'autres qui, comme disait Laurence, il faudra, dans un deuxième tour, aller valider cette info, là. Parfait. On va prendre rapidement une dernière question, puis après, je vais passer la parole à Valérie qui a sans doute une intervention à faire. Question de Marie Stewart. Recevez-vous beaucoup de fichiers de la mauvaise version de l'article que vous ne pouvez pas déposer? Ah, donc oui. J'avais déjà fait des statistiques dans les débuts. Là, je pense que c'était 80% et plus des refus. C'est parce que ce n'était pas la bonne version. Et là, ça a peut-être descendu. On espère qu'il y a eu un petit peu, je ne sais pas si on a ressorti des statistiques là-dessus récemment, mais les versions, là, c'est ce où ça chope toujours. Et c'est pas simple d'expliquer. Et là, Laurence pourrait réintervenir ou Sabrina, d'expliquer ça à un professeur, un chercheur qui ne joue pas toujours là-dedans. Il dit, oui, mais je ne l'ai pas, moi, ma post-publication. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Souvent, ils vont numériser l'article publié puis nous l'envoient. Malheureusement, on ne peut pas. Fait que là, un A pour l'effort, mais malheureusement...
c'est pas possible. Donc oui, ça, c'est toujours là que ça accroche. Je dirais majoritairement que ça accroche pour les articles. Je vois des commentaires dans le fil de discussion que c'est pas unique à l'Université de Montréal. Valérie? En fait, je voulais juste rajouter, faire du pouce là, sur les ententes. Souvent, ça arrive, là, par exemple, un auteur qui va cocher l'option libre accès dans une revue hybride, puis où il ne sera pas au courant parce que ce n'est pas lui le chercheur principal, puis l'auteur principal qui communique avec la revue ont coché ça. Fait que, des fois, nous, ça arrive là, quand l'auteur ne sait même pas qu'ils ont signé une entente de publication en libre accès, qu'ils ont conservé leurs droits, que leur article est publié en Creative Commons, mais là, ils ne savent pas. Fait que, ça aussi, c'est des problématiques. Quand ce n'est pas l'auteur principal, des fois, tout ça est un peu nébuleux. Puis effectivement, l'accès à la version, comme le disait Julie, ils n'ont pas toujours accès au post-print parce que ce n'est pas eux qui ont fait l'envoi à la revue là, finale. Fait que ce versionnage-là, puis les options de libre accès, effectivement, c'est très nébuleux de notre côté aussi. Je vous propose maintenant qu'on passe à la table ronde où ces mêmes intervenants vont être présents aussi. Donc, les questions, je sais qu'on a encore quelques questions dans le fil de discussion. On aura peut-être l'occasion d'y revenir vers la fin. Donc, à Rémi, Félix, Valérie et Julie s'ajoutent deux panélistes supplémentaires pour la table ronde. On a Dominique Papin, qui est analyste en système de documentation au siège social de l'Université du Québec, et Pierre Lassou, qui est bibliothécaire à l'Université Laval. Donc, je vous explique comment on va faire tout ça. Les panélistes ont reçu des questions à l'avance, donc on peut se préparer un petit peu. On va poser les différentes questions, on va faire une discussion avec tout le monde. Si, comme participant, vous souhaitez intervenir, vous pouvez poser les questions dans l'espace de discussion. Puis, si l'occasion se présente pour moi de pousser votre question, tant mieux. Sinon, si on a du temps à la fin, on va les garder. Mais le but principal pour cette table ronde, c'est vraiment d'essayer d'avoir les réflexions, d'avoir les discussions entre nos 6 panélistes. Donc, je vous lance tout de suite avec une question quand même assez large, puis on pourra partir le bal comme ça. Donc, est-ce que toutes les universités québécoises devraient avoir une politique de libre accès? Et en sous-question peut-être, est-ce que cette politique de libre accès devrait être contraignante ou peut-être plus contraignante que ce qu'elle est déjà? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Oui, Pierre? Oui, bah allons-y. Hein. Bah, écoutez, sur celle-là, d'ailleurs, merci de m'avoir invité. Je vais dire, je suis content de voir qu'à Montréal, vous avez une politique qui ressemble un petit peu à la nôtre. Effectivement, elle n'est pas classée dans la même catégorie que celle que Valérie a présentée, mais on va voir qu'il y a des similitudes, et même dans l'opérationnalisation aussi, puisque c'est l'enjeu aussi de cette table ronde, parler de comment on travaille à partir de ces textes. Alors, je dirais que si toutes les universités devaient en avoir une, je dis que ça aide, dans le sens que, par exemple, ça donne un peu plus de contexte à des politiques d'organismes subventionnaires, par exemple. Par contre, ça a la responsabilité d'un peu préciser les choses. Je vous dirais que la nôtre, c'est vrai qu'elle n'est pas contraignante, c'est une politique qui a au moins le mérite d'asseoir le fait que l'Université Laval s'intéresse au libre accès et de pointer le dépôt institutionnel comme la solution pour notre contexte. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà une interprétation qui aide dans l'opérationnalisation, puisque clairement, l'université, dans sa politique, ne dit pas, par exemple, ne parle pas du libre accès doré ou or, comme le disait Valérie, donc où l'auteur va publier, où il y a des fonds qui sont même créés dans certaines universités. Donc, tout ça, dans l'Université Laval, cette option-là n'est pas valorisée. Celle que valorise la politique institutionnelle, c'est celle du dépôt. Alors, il y a aussi un contexte local qui explique un peu tout ça. Hein. On a participé aussi, la bibliothèque, à la rédaction de cette politique. Et aussi, le dépôt institutionnel, tout comme à Montréal, était déjà là depuis moins longtemps. On a un dépôt institutionnel depuis 2016, mais l'infrastructure était déjà là. Par contre, là où je trouve que il y a des discussions à avoir, parce que pour moi, il y a 3 politiques de libre accès. Il y a celles qui sont institutionnelles, il y a les politiques des organismes fédéraux et il y a les politiques des éditeurs. Le problème qu'on a, c'est que la seule politique qui actuellement fait preuve d'autorité, c'est les éditeurs. C'est-à-dire que si l'éditeur te dit c'est pas la version publiée que tu peux diffuser, ben on est coincé. Et donc souvent en fait les tensions, les frictions qu'il peut y avoir en fait dans ces différents textes, elles se situent là parce que l'éditeur actuellement, du moins dans le contexte canadien,
est souvent au-dessus. C'est ces règles à lui qui vont s'appliquer. Or, comme les trois organismes fédéraux, par exemple, ne précisent pas de version, ils disent vous publiez, vous faites ce que vous voulez, la version acceptée, la version de publication, etc., etc. Et bien, dans un contexte où on essaie de favoriser la voie verte, comme le cas de l'Université Laval, ça crée des tensions, ça c'est sûr. On a quand même une politique d'opérationnalisation assez particulière, dans le sens qu'on ne refuse pas pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'une mauvaise version est déposée, on la conserve, elle n'est juste pas accessible en libre accès. Mais l'idée, c'est de se rapprocher du chercheur, de voir s'il peut nous fournir un peu plus tard une autre version. Et on utilise des fonctionnalités du logiciel pour les demandes de copie. Donc l'idée, parce que c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas oublier qu'on se bat pour le libre accès, pour un mouvement qui, effectivement, comme Félix l'a rappelé, est très communautaire et peut trouver des échos, effectivement, dans les Lumières, le siècle des Lumières, etc. Mais dans ce partage de connaissances gratuites, la libre circulation du savoir scientifique, c'est ça qu'on défend. Et donc, effectivement, quelquefois, les textes ont une vertu de préciser certaines choses, mais ça nous pose des conflits. Je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il y a peut-être d'autres interventions sur cette question, mais ça fait le tour un petit peu pour l'instant de ce que j'avais à dire. Ouais, j'ajouterais peut-être juste que, comment je dirais, est-ce qu'on devrait ou pas, une politique institutionnelle, c'est au moins un message clair sur la vision de l'établissement. Ça a au moins ça de bon. J'allais dire, je renverrais à la question elle-même, mais pourquoi devrait-on avoir une politique? Quel est l'objectif en fait? Parce que est-ce qu'on veut promouvoir, si l'objectif c'est le libre accès, une politique seule ne va pas promouvoir le libre accès. Il faut que ça s'accompagne de d'autres mesures. Et on le sait, le cheminement de carrière, puis la façon dont on évalue nos professeurs et qu'on regarde les publications, ça en fait partie. Donc, on regarde dans des revues commerciales. Il faut valoriser aussi les publications en libre accès. C'est un ensemble. Il n'y a pas juste la politique. Et encore là, je reviens à la question. Si l'objectif est le libre accès, une politique, c'est bien de l'avoir dans notre coffre à outils, mais ça ne réglera pas la publication et ça ne changera pas vraiment les choses. Mais au moins, la vision de l'établissement est claire. Peut-être poursuivre. Je suis d'accord avec Julie, effectivement. Il faut que ça soit cohérent. Une institution qui met en place une politique devrait miser sur l'adhésion de cette politique-là. Donc, quand on évalue la recherche juste au nombre de publications, peut-être qu'on rate la cible un petit peu de cette politique-là, par exemple. Ça fait partie de la mission des universités, le partage, la diffusion des connaissances. Donc, ça devrait être d'emblée que les universités ont ce genre de politique-là. Mais effectivement, tout ce qui vient après devrait être cohérent avec l'adhésion à une politique de libre accès, selon moi. Puis, ce genre de politique-là est souvent amené porté à bout de bras par la bibliothèque. Fait que je pense que j'ai des collègues qui vont partager l'opinion, mais je pense que c'est important aussi que ça vienne des hautes instances puis que cette volonté-là transparaisse des hautes instances aussi, là, que ça ne soit pas juste la mission bibliothèque. On est là en support, en accompagnement, mais ça ne devrait pas venir de base là, de nous. Peut-être pour continuer encore sur ce que disait Valérie, évidemment, puisque c'est dans la mission des universités, ce serait logique que toutes les universités aient une politique, mais c'est important que justement la haute direction soit convaincue aussi que ça pas, ah oui, c'est vrai, il faut faire ça, donc on va le faire, puis que ça tablette. Donc, pour la deuxième partie, d'être plus contraignante, c'est intéressant si on a l'intention que ce soit vraiment. C'est pas dire vous devez le faire, mais après, il ne se passe rien si ce n'est pas suivi. Là. Donc, une autre chose à garder en tête. Là. Valérie, tu parlais que c'est souvent porté par les bibliothèques ou dans certains cas, on voit où tu vas avoir un vice-recteur recherche ou qui est vraiment motivé. Et là, quand la personne sur le poste change, on voit l'impact aussi. Là. On dirait que, enfin, il y a encore la diffusion, à convaincre tout le monde de ce côté.
Parfait. Bien, merci. Je pense que ça met... Ah oui, Pierre, vas-y. Excusez, il faut appuyer sur plein de boutons, on baisse la main, on se mute. Je vais rajouter là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on avait la bibliothèque avait déjà l'infrastructure, et ça, c'est un truc important par rapport à ces politiques, si les universités devraient tous en avoir. Elles devraient en avoir, mais honnêtement, quelquefois, on aimerait bien voir un changement dans les moyens qui sont attribués pour y arriver. Parce que je vais y aller franco ici. Actuellement, ça va. On a une adhésion qui est très limitée. Si on est exactement comme Montréal, c'est-à-dire que le service qu'on offre, c'est le chercheur nous fournit un fichier et nous, on va travailler pour vérifier les autorisations de diffusion et le traitement. Mais on travaille avec les mêmes ressources que celles de la mise en œuvre du dépôt institutionnel en 2016, avant qu'il y ait une politique institutionnelle chez nous, etc. Et là où je veux en venir, c'est qu'en admettant que le dépôt décolle, ce qu'on souhaite, c'est cette obligation-là de se servir du dépôt de l'Université Laval comme moyen de conformité va atteindre à un moment donné un point de rupture avec le personnel actuel. Et là, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on demande des ressources ou quoi que ce soit? Mais je veux dire, il y a cette espèce de... On veut encourager les gens, on veut qu'ils déposent, mais en même temps, les moyens qui permettraient de mettre en place un service qui permet vraiment un dépôt à grande échelle, comme c'est ce qu'on demanderait, puisque on veut que la politique s'applique à tous les chercheurs du campus, la bibliothèque reste quand même seule avec les moyens qu'elle avait à l'époque où le service a été mis en place. Et donc, on s'adapte, on s'ajuste, on réoriente des postes, mais on joue avec les cartes qu'on a. On n'a pas de moyens supplémentaires qui ont été mis sur la table. Donc, c'est un peu ça que... Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que tu l'as bien dit, on s'ajuste, on s'adapte, on transforme. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que la portion de traitement métadonnées et à la direction chez nous du traitement documentaire métadonnées, qui est aussi le service de catalogage classique, parce qu'il y a un déplacement des tâches, on le voit bien, dans des services de traitement classiques, mais ça a une fin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sans fin ajouter. Il y a une limite de personnel quand même et de temps dans une journée. C'est clair, c'est clair. Je pense que ça amène bien à notre prochaine question, qui est justement la continuité d'une politique à un moment donné, c'est d'avoir une offre de service, une offre de soutien pour s'assurer que l'opérationnalisation de cette politique puisse se faire. Donc, quels sont les services de soutien à la diffusion offerts aux chercheurs dans votre institution? On en a parlé un petit peu déjà pour l'Université de Montréal. Peut-être que Valérie, Félix, Pierre, vous voudriez expliquer un peu ce qui se passe de votre côté? Du côté de l'ENAP, je pense que c'est le classique, là, dans le sens où il y a le dépôt institutionnel. Chez nous, c'est assez récent et je pense qu'on y met de l'énergie ces temps-ci, beaucoup. Mais c'est ça, ça prend encore, comme dit Julie, il y a 7 heures dans une journée, puis donc on est à l'ENAT, on est un peu plus petit, donc il faut tenir compte de ça. Il y a Dataverse aussi pour ce qui est des données de recherche. Et c'est pas mal ça. Je sais que je vais laisser parler les autres panélistes parce que probablement il y a plus de choses, mais c'est déjà la base. Je peux peut-être enchaîner à l'UQAC. On a une politique de libre accès depuis 2014. Qui était plus axé dépôt institutionnel au début et que là, on a élargi. Donc, le soutien qui est offert à l'UQAC, il y a un fonds pour les publications en libre accès qui est quand même avec un budget assez limité là, qui est offert par l'institution. Une fois par année, un chercheur peut demander là, à avoir une subvention pour payer les frais de publication en libre accès. La bibliothèque, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre de faire le dépôt pour les auteurs. Donc, ils peuvent nous déléguer la bibliothèque. On est une plus petite université, on peut se le permettre, mais on voit avec l'augmentation de la popularité du dépôt institutionnel quand même des équipes là, qui sont surchargées. Quand un chercheur débarque avec un CV de 100 quelques publications
entrer dans le dépôt institutionnel. Depuis l'année passée, on a impliqué les techniciens aussi, parce que nous, c'est les bibliothécaires disciplinaires. On a un bibliothécaire par département, donc c'était le bibliothécaire disciplinaire qui faisait le dépôt pour les chercheurs de son département. Maintenant, on a élargi l'aide là, avec les techniciens aussi qui nous appuient dans ce dépôt-là. Puis on fait là, vraiment tout ce qu'ils ont à nous envoyer, c'est un courriel avec la bonne version qu'on leur a demandé au préalable, parce qu'en plus, on fait une veille sur ce qui est publié par nos auteurs dans les différentes bases de données, puis on les relance. On leur écrit un courriel, vous avez publié tel article, c'est cette version-là qui serait autorisée. Si vous l'avez, faites-le parvenir à votre bibliothécaire. Ça fait qu'on a quelqu'un, une technicienne qui est attitrée à veiller puis à relancer comme ça les chercheurs. Fait que ça fait quand même beaucoup de travail là, pour souvent un taux de dépôt final quand même mitigé. Là. Fait que c'est ça qu'on offre, qu'on est en mesure d'offrir pour l'instant. Là. Je vais juste ajouter oui. qu'à l'Université de Montréal, il peut arriver aussi, certains chercheurs, professeurs veulent rétrospectivement, donc ils peuvent nous envoyer des listes et l'équipe va entrer. Et évidemment, c'est là que je disais dans la présentation que bien intentionnés, souvent, ils vont numériser le texte publié là, quand on fait du rétrospectif. Mais oui, on va rentrer dans le dépôt. C'est sûr que la question posée était pour les chercheurs, mais petite voie de contournement qui favoriser le libre accès, il y a OJS aussi pour les revues et ce n'est pas nécessairement le chercheur lui-même, mais ça permet de la publication en libre accès. Là. Donc, on offre ce soutien-là, pas dans ma direction, mais à l'Université de Montréal. Parfait. Oui. Ben nous c'est ça, hein, c'est le dépôt. Le dépôt et c'est tout. Et le service qu'on offre aux chercheurs, c'est les vérifications d'autorisation. Ça, c'est quelque chose qu'on met de l'avant. La qualité au fait du traitement de documentaire qui est effectué en fait par la suite, parce qu'on va jusqu'à contrôler les autorités. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on mentionne que dans les directives en fait pour le dépôt, c'est des chercheurs de Laval. On accepte les manuscrits des chercheurs de notre institution. Et il y a un contrôle qui est fait sur les auteurs pour les contrôler et permettre aussi au système de proposer une page. Donc, on a une page unique qui peut être utilisée par le chercheur et qui est structurée un peu comme un CV, dans lequel il peut voir les différents articles et le statut de diffusion. Est-ce que c'est du libre accès, restreint? Est-ce que c'est un embargo infini? C'est comme ça qu'on dénomine les limites d'accès où on ne peut pas libérer le dépôt, on n'a pas la bonne version ou il y a une autre règle qui fait qu'il nous empêche de le mettre en libre accès. Et donc tout ça, on est transparent pour le chercheur. Un chercheur qui est connecté peut voir la raison, parce qu'on documente aussi la raison du fait que l'article ne peut pas être libéré. Donc le chercheur le sait et peut soumettre d'autres versions de son article ou un autre article qui lui est plus conforme et nous permettrait de le libérer. Donc c'est un peu ça donc le service, un dépôt et la bibliothèque qui s'engage à vérifier les autorisations. On a aussi un travail en amont quand même aussi, ce que je lui dis, on a aussi un site web, on a un travail qui présente le dépôt, qu'est-ce que c'est, qui met en garde sur les versions. Il y a aussi toute cette information-là est publique et publicisée et présentée sur le campus quand il y a des panels autour du dépôt institutionnel. OK. Puis, on en a déjà parlé par rapport aux besoins en personnel, mais au niveau des bibliothèques universitaires, quels sont les enjeux de l'opérationnalisation du libre accès? Bon, on a besoin de ressources, on a besoin, je présume, peut-être d'avoir l'attention des chercheurs. Qu'est-ce qui vous semble le plus criant? Je vois Valérie qui sourit. Je peux me lancer. La parole, vas-y. Effectivement, c'est ça, le temps personnel qui est engagé à faire ce travail-là, c'est certain que ça risque de devenir de plus en plus important au fil du temps. Il y a aussi, moi je suis responsable du dépôt institutionnel, puis c'est toute la publicité, de répéter les mêmes choses à l'infini, de faire la promotion du libre accès, la promotion du dépôt institutionnel. On dirait que des fois, ça passe tout droit, ça rentre dans une... J'ai l'impression qu'à chaque année, la semaine du libre accès, je répète la même formation, la même promotion, puis
il y a toujours, c'est toujours nouveau pour plusieurs. Ça, c'est quand même un enjeu là, qui est important d'avoir. C'est pour ça que tantôt, je disais l'importance, si ça venait de plus haut, peut-être qu'il y aurait plus d'oreilles attentives que quand c'est des webinaires ou des choses organisées par la bibliothèque. C'est peut-être moins intéressant là, pour aller chercher l'intérêt des professeurs. Ça fait que ça, c'est un enjeu aussi. Puis, il y a l'enjeu aussi que récemment, on a vu apparaître dans l'optique d'essayer d'attirer de plus en plus de chercheurs à déposer. On essaie d'ajouter de mettre de la valeur ajoutée à notre dépôt institutionnel, d'essayer de lier avec d'autres outils. Par exemple, on a fait le lien vers les pages des professeurs, les pages personnelles, là, les portfolios des professeurs pour que leur section publication soit automatiquement mise à jour avec le dépôt institutionnel. On a vu passer à ce moment-là notre dépôt institutionnel il y a 2-3 ans. On avait 100% des articles déposés qui avaient un document qui était joint, puis la moitié de ces documents-là étaient en libre accès. En 2021, 45% des dépôts ont un texte lié. Donc là, on voit que c'est l'intérêt d'avoir sa page web qui est nourrie, mais là, on s'écarte de la fonction première d'un dépôt institutionnel, la vocation première qui est le libre accès. Alors, il y a cet enjeu-là aussi de dire, OK, on essaie d'attirer les professeurs, mais il faut quand même essayer de ne pas trop dénaturer le dépôt institutionnel aussi. Alors, c'est un enjeu qu'on a vu apparaître cette année. Dominique, Rémi, de votre point de vue peut-être un peu plus global, avez-vous identifié des enjeux de votre côté? Ça revient pas mal à ce qui a déjà été, qu'est-ce qui a été déjà mentionné. OK. Moi, j'aimerais renchérir sur ce que Valérie vient de dire, à savoir qu'il faut faire attention avec le discours promotionnel qu'on a sur le campus, et notamment cette réalité qui fait que si on présente trop le dépôt comme un système administratif, avoir une liste de publications à jour, notamment ça nous est arrivé au moment où on a commencé à développer les services web autour du corpus qui permettaient, autour du dépôt institutionnel, corpus, pour que les gens puissent utiliser les données de corpus dans leur site facultaire. Parce qu'on a eu une crainte qu'il y ait un glissement, effectivement, parce que dans nos politiques, ce qu'il faut, c'est un fichier. S'il n'y a pas de fichier, il n'y a pas de dépôt, ça n'existe pas. Mais on a eu comme il y avait un vide à l'époque. Là, il est un peu comblé par le travail qui est en train de se faire avec ORCID. Donc, les identifiants uniques de chercheurs et le fait de se créer des profils, ça nous a un peu sauvés parce que effectivement, au début, il y avait une ambiguïté. On s'était dit, si on se lance trop dans le fait, ouais, vous pouvez intégrer vos publications. Pour eux, c'était juste, la référence pour mes CV, mon rapport annuel, toutes ces affaires-là administratives. Donc là, on est un peu préservé de ça, mais c'est vrai que ça a été un enjeu de notre côté aussi, cette question-là. Si je peux continuer, les ressources, on en a parlé, que c'était effectivement d'avoir du personnel, du monde qui travaille là-dessus. On n'a pas parlé aussi, mais les dépôts institutionnels sont des solutions technologiques. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi les mettre à jour, il faut suivre les développements. Ce sont souvent aussi, et là c'est mon point principal, ce sont aussi des systèmes en code source ouvert. Autrement dit, pour la bibliothèque, il y a 2 possibilités. Nous, c'est une à laquelle on croit le moins, c'est-à-dire de juste en profiter, c'est une chose. Mais ensuite, il y a aussi l'implication que demandent ces communautés à une époque où l'infrastructure technologique ouverte est de plus en plus promue comme une alternative par rapport à d'autres solutions commerciales, notamment pour la gestion de la recherche. Et donc, le fait de s'approprier, c'est de s'impliquer dans ces ressources, que ce soit par le code, que ce soit par la traduction de certaines documentations, que ce soit par la production de nouvelles documentations, est fondamental à mon avis, ou même l'application dans la gouvernance. C'est aussi quelque chose que ces communautés permettent. Mais il faut voir que ces implications-là demandent aussi du temps. Donc l'opérationnalisation, pour moi, elle passe aussi là-dessus. C'est oui, recevoir, traiter, diffuser, mais c'est aussi s'impliquer dans les outils qu'on utilise et les faire croître, les faire progresser dans les besoins relatifs au dépôt institutionnel, à la circulation des données en libre accès, etc., etc. Donc voilà un peu les enjeux. Je trouve qu'au niveau de l'opérationnalisation, ces enjeux-là, il ne faut pas les techniques et d'implication dans les communautés internationales ne sont pas à négliger dans le contexte des dépôts institutionnels. Si on veut construire un réseau international de publications en libre accès dans les dépôts qui a
qui a une stabilité, une durabilité, on va dire, sur le long terme. J'ai envie de faire un peu de pouce. Vas-y. Vas-y. Je voulais juste renchérir. Effectivement, l'enjeu du soutien informatique est majeur. Nous autres, à l'UQAC, c'est vraiment criant. On a de la difficulté à avoir un soutien. Puis quand on parle justement de développement, que ce soit d'intégrer l'identifiant ORCID dans le dépôt institutionnel ou qu'on parle de Open Air dans un futur qui n'est pas si loin, c'est un enjeu majeur, effectivement. Je voulais faire un peu de pouce sur ce que vous avez dit par rapport, notamment à l'importance de, Valérie, tu disais d'avoir le soutien d'en haut des vice-rectorats et autres. Puis ça me faisait penser à un sujet dont je ne veux pas qu'on parle aujourd'hui parce que bon, ce n'est pas vraiment le thème de la table, mais par rapport à la gestion de données de recherche qui est un de mes dossiers. On a attendu longtemps après la politique fédérale. On a souvent l'impression que ça prend quelque chose qui vient d'en haut. C'est notre fameux modèle top-down d'implantation. Puis je me demande jusqu'à quel point c'est est-ce que c'est vraiment ce qu'on préfère comme façon d'implanter ça? Est-ce que c'est la meilleure façon d'avoir une adhésion? Danny Bouchard, dans notre fil de conversation, nous dit « Nous avons besoin des chercheurs ». Est-ce que vous avez réussi à recruter des leaders locaux, des appuis, des alliés dans des départements qui nous permettent de ne pas être seuls à se promener avec notre bâton de pèlerin à essayer de convaincre tout le monde d'adhérer au libre accès, mais qui nous permettent d'aller plus loin que... C'est ce que j'allais dire dans la promotion. Je n'ai pas de leader à mentionner, mais on en a toujours. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un chercheur, professeur qui trouve ça génial de déposer, qui trouve ça simple. Dans le comité mixte, c'est ressorti très, 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 très fort. On ne veut pas que vous nous rajoutiez de tâches. On en a assez. On ne veut pas recevoir un autre courriel. On n'en veut plus. On a tellement d'obligations que là, c'est comme trop. Alors, il faut que ça soit simple. Et il n'y a rien de mieux qu'un professeur-chercheur, de la gang, pour dire à son collègue « Hey, ça prend 2 minutes, c'est simple, puis ils vont tout te régler tes affaires. » C'est les meilleurs ambassadeurs. Si on en a, je pense que c'est avec eux qu'on va... faire avancer le libre accès, je dirais, parce que les bibliothécaires, oui, ont été bien intentionnés, mais il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un de la gang qui vend le libre accès pour qu'il y ait plus de gens qui adhèrent. Parfait. On a parlé des services, de l'opérationnalisation. Au départ, on mentionnait est-ce que les politiques doivent être plus contraignantes? Si oui, de quelle façon? Une contrainte sans vérification, c'est peut-être pas très, très utile. De votre côté, dans vos organisations, avez-vous des contraintes? Si oui, avez-vous des mécanismes de vérification de l'application des différentes obligations qu'on mettrait aux chercheurs? Si oui, lesquelles? Puis sinon, pourquoi? Ben, je l'ai mentionné dans la présentation. Excuse-moi, Dominique, veux-tu y aller? Il n'y a pas de vérification, mais je dirais, si on veut faire des vérifications, il faut avoir les outils pour le faire. Et là, à l'Université de Montréal, on ne les a pas. C'est-à-dire que si on veut vérifier qu'un chercheur se conforme à la politique, il faut savoir en premier ce qu'il publie pour ensuite aller vérifier et si c'est publié en libre accès. Alors, à l'Université de Montréal, on n'a pas les outils pour vérifier ce qu'il publie là. Et donc, comment peut-on vérifier? Et je l'ai mentionné, l'application de la politique, c'est le vice-rectorat à la recherche. Il pourrait déléguer cette vérification-là aux bibliothèques. Là. Il n'y a rien qui empêche, mais ce n'est pas le cas. Là. Je pense que c'est encore sur la bonne foi et sur l'éducation qu'on mise. Mais si on veut vraiment vérifier, ça prend des outils pour le faire. Et là, en tout cas, à l'Université de Montréal, on ne les a pas. Parlant d'outils, Dominique, est-ce que tu veux... Oui, c'est ça. Je voulais parler. Nous, il n'y a pas d'exigence. Par contre, le groupe de travail sur le libre accès de l'UQ s'était posé la question comment faire pour voir quel est le taux de libre accès des publications. Puis suite à il y a un comité qui était composé de doyens de recherche, chercheurs,
directeur de bibliothèque, bibliothécaire, qui avait fait un document il y a quelques années qui avait comme objectif qu'au moins 50% des articles du réseau d'Université du Québec soient rendus en libre accès. Donc, le groupe de travail s'est justement penché sur comment faire pour arriver à évaluer le taux de publication en libre accès, publication ou diffusion, là, selon les modes de libre accès. Et c'est pas simple. Justement, comme Julie mentionnait, juste identifier les publications des chercheurs, c'est vraiment le premier obstacle. Dans notre cas, on s'était basé à l'Université du Québec. Il y a une base de données des publications des chercheurs qui est tenue à jour par la Direction de la recherche institutionnelle, mais c'est basé sur Web of Science, donc ce n'est pas exhaustif sur tout ce qui est publié. Par contre, on a quand même une bonne identification des chercheurs à partir de ça. Et j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez OnPaywall, donc qui est quand même vraiment très intéressant comme outil pour évaluer le libre accès. Donc, en transmettant un DOI d'articles, tu peux voir si dans leur base, ils ont repéré une version en libre accès de cet article-là. Donc, on avait mis comme hypothèse d'utiliser notre base interne basée sur les données de Web of Science avec OnPaywall, sauf qu'on sait que Web of Science, il y a des biais, entre autres sciences humaines et sociales, qui est une force du réseau de l'Université du Québec. Là, presque, peut-être que Rémi pourra me corriger, mais je pense que c'est environ 60% des professeurs qui sont dans ce domaine-là au sein de l'UQ globalement. Donc, on se disait, bon, il va manquer beaucoup de ce côté-là, avec une sous-représentation évidemment du français. Donc, on a décidé de faire des tests, donc d'aller en validation manuelle en recrutant les membres du groupe de travail, donc avec un échantillon de 5% des profs du réseau pour voir comment ça tenait la route, l'idée d'utiliser la base qui se base justement sur Web of Science avec OnPaywall pour voir est-ce que ce qu'on trouve manuellement en prenant le professeur, en cherchant, en mettant un bibliothécaire à chercher ses références et valider si chacun des articles est en libre accès ou pas. C'est ça, donc c'est quand même globalement, au total, sur le taux de libre accès qu'on a eu à la fin, c'est quand même assez proche, sauf qu'on voit que, bien évidemment, tout ce qui est sciences humaines et sociales est beaucoup sous-représenté. On avait des chiffres pour le présenter et on a vu aussi que les publications en sciences humaines et sociales sont beaucoup plus en libre accès proportionnellement que dans les autres domaines. Donc, en tout cas, il y avait... ça a été beaucoup d'efforts là-dessus. Puis je dirais que le groupe de travail est encore en train de réfléchir à des façons de faire pour essayer d'arriver à quelque chose d'un petit peu plus précis. C'est sûr que là, dans ce cas-ci, on n'était pas axé sur les exigences spécifiques, mais dans le cadre des discussions, notamment sur les exigences des organismes subventionnaires, il y a eu on essayait de voir comment savoir ce qui a été publié dans le cadre de subventions des organismes subventionnaires et si ça, c'est en libre accès. Donc là-dessus, je t'appellerai peut-être Rémi pour mentionner un rapport qui a été mis en place. Oui, c'est ça, effectivement. En fait, dans le cadre des travaux de ce groupe de travail, on a travaillé à mettre en place en fait un outil à la disposition des bibliothécaires. Donc, je vais partager mon écran. C'est ici. Yes. Est-ce que vous voyez mon écran? Site de recherche? Oui. OK, c'est parfait alors. Donc, c'est ça. En fait, on a un écosystème informationnel de gestion et de développement de la recherche assez développé à l'UQ, puis sur lequel on travaille assez fortement. On a beaucoup de développement en cours en ce moment. Et puis, attaché au cœur de cet écosystème qui s'appelle l'IFR, l'inventaire du financement de la recherche, qui contient vraiment toute l'information sur tous les projets de recherche, on a un outil qui s'appelle le système d'information décisionnelle, qui vient en fait chaque soir récupérer les données de l'IFR et qui permet de produire des rapports, des matrices de données, par exemple, pour faire des tableaux croisés dynamiques. Puis, spécifiquement, pour la reddition de comptes, on a développé un rapport pour les bibliothécaires. Donc, c'est le rapport libre accès que j'ouvre maintenant.
Donc, vous voyez toujours bien mon écran, vous voyez reddition de compte, libre accès. Oui, c'est correct? Oui, tout est beau. OK, parce que je n'ai pas le truc rouge qui entoure habituellement, c'est pour ça. Je suis un peu déstabilisé. Donc, en fait, voilà, chaque établissement du réseau va, par exemple, choisir son établissement. Je vais prendre, par exemple, ici, l'UQAC. Puis, on est capable de demander, en fait, tous les financements qu'un chercheur a reçus des 3 conseils ou des FRQ depuis une certaine date. Donc là, par exemple, je vais prendre depuis 3 ans. Je vais prendre en avril 2018, donc 3 ans en arrière. On imagine que 3 ans en arrière, les financements sont souvent pour ces organismes sur une échelle de 3 ans. Donc au bout de 3 ans, on devrait commencer d'avoir des publications qui sortent. Donc je sélectionne ma date du 1er avril 2018, par exemple. Puis ensuite, je sélectionne un format de sortie. Donc on a un format web, on a un format en fichier Excel, puis on peut générer un fichier Adobe PDF en fait aussi. Donc là, je vais vous montrer à l'écran. Je génère le rapport, c'est assez rapide. Donc là, vous voyez qu'on a un rapport donc, de tous les financements reçus par les chercheurs de l'UQAC depuis le 1er avril 2018. Donc on voit qu'on a 359 projets qui sont identifiés pour 135 chercheurs, sachant que l'UQAC en compte, je pense, à peu près 240. Donc, vous avez pour chaque chercheur, on a le premier, c'est par ordre alphabétique, Stéphane Allaire, on a ses différents projets, on a l'information sur l'organisme subventionnaire, on a l'information sur la date de début et la date de fin du projet, on a également le rôle, la fonction finalement du chercheur dans ce financement. Là, on voit que Stéphane Allaire, il est co-chercheur de ce premier projet, mais il est responsable, co-chercheur du projet du CRSH, et responsable du projet FRQST, Programme de soutien aux équipes de recherche. On a également le numéro dans le système de l'inventaire du financement de la recherche si on a besoin d'avoir plus d'informations. Puis, on a également le numéro de dossier de l'organisme pourvoyeur. Donc ça, c'est un rapport qu'on a développé en co-construction, donc avec les membres du comité. Je suis arrivé avec un ensemble, proposition d'un ensemble de variables qui seraient pertinentes d'avoir, puis certaines ont été retenues, d'autres ont été ajoutées. Puis donc, ça permet finalement de sortir un rapport et de pouvoir identifier les chercheurs qui ont bénéficié des subventions et puis de s'adresser à eux pour savoir s'il y a eu des papiers en lien avec ces financements-là et si oui, de les transmettre ou de voir s'ils ont été publiés en libre accès. Et il y aurait même la possibilité éventuelle de faire en sorte que l'IFR même, l'inventaire du financement de la recherche, périodiquement fasse une demande en fait aux chercheurs d'associer des publications en fait à un financement. Mais ça, c'est toute une autre problématique. Là. Puis c'est finalement relier les intrants des extrants. Donc, mais c'est une voie envisageable aussi, mais qui nécessiterait un gros développement. Donc, j'arrête mon partage. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'outil ou si ça, des avis sur la pertinence que ça peut avoir. En attendant peut-être que les questions soient rédigées dans l'espace de discussion, Rémi, si d'autres personnes sur le panel veulent discuter un peu des mécanismes de vérification chez eux, n'hésitez pas. Sinon, je me demandais rapidement, Rémi, est-ce que l'outil en ce moment, est-ce qu'il est utilisé pour faire de la vérification ou vous êtes encore en train de le réfléchir? Non, il est fonctionnel depuis un certain temps. Là, le développement prochain qui est prévu, c'est d'avoir un fichier, de sortir un fichier Excel qui permette de jouer, parce que c'est déjà le cas, mais on peut difficilement jouer avec, comme on jouerait librement avec un jeu de fil, tableau croisé dynamique, puis choses comme ça. Okay. J'avoue ne pas avoir une idée de la fréquence d'utilisation du rapport, mais raison de plus pour le présenter aujourd'hui pour les membres de l'UQ qui participent à ce webinaire. Ben oui. Je pense que ça revient au fait ce serait intéressant, mais on manque de ressources, on manque de temps. Donc, on a la possibilité, mais je ne crois pas que ce soit qu'il y ait tant de gens qui mettent les efforts pour faire toutes ces analyses-là.
C'est ça, on a fait, je pourrais préciser quand même qu'on a fait au dernier comité de la recherche, donc ça c'est la rencontre des doyens de la recherche de l'UQ, justement on leur a reparlé du rapport, je leur ai produit un exemplaire, donc ils sont au courant qu'il y a cet outil-là, parce que ça roule aussi beaucoup là au niveau des doyens, hein, donc ils sont au courant qu'il y a cet outil-là, donc ils sont censés en faire la promotion auprès de leurs équipes à eux d'abord, puis auprès des bibliothèques. Parfait. Pierre, je pense que je t'ai vu enlever le muet de ton micro. Souhaitais-tu... Ouais, c'est comme une façon de remuer sur sa chaise, hein. On fait mute, unmute. Écoutez, cette question-là de la vérification, bon, pour répondre à la question d'abord qui était posée, on ne la fait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de mécanique, que ce soit, comme Dominique le semblait dire, que l'opération dans le réseau UQ, c'est pour l'ensemble des publications. Nous, on ne le fait pas. On ne le fait pas non plus au niveau du dépôt. On fait juste surveiller. On a développé une métrique quand même qui nous permet de savoir le degré de conformité avec les 3 organismes. C'est-à-dire qu'on sait, parmi les 4000 articles qui sont actuellement dans Corpus, combien répondent aux exigences des organismes, à savoir embargo de 12 mois, disponible en libre accès. On est à 60-40% en ce moment. Mais ça se limite à ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une vérification qu'on utilise, de laquelle on tire des listes et ensuite on part avec notre bâton de pèlerin sur le campus pour aller récupérer le 40% qui manque. Tout ça, on ne le fait pas. Encore une fois, pour des questions de ressources, mais au moins, ça nous donne un certain indicateur. Parce que j'ai oublié de le dire un peu, j'aurais dû le dire un peu plus tôt dans la table ronde, c'est qu'on est quand même avec le vice-rectorat à la recherche, c'est-à-dire que la bibliothèque est impliquée, mais c'est le projet des dépôt institutionnel, la politique, tout ça ont été faits à l'Université Laval avec la collaboration du vice-rectorat à la recherche et à la création. Il nous aide aussi dans certaines activités de promotion en envoyant des courriels. Et ça génère souvent, honnêtement, quand le vice-rectorat parle, souvent ça se traduit par des dépôts chez nous, en plus grande quantité que ce qu'il y a d'habitude. Mais pour ce qui est des vérifications, ça ne se fait pas. Par contre, je sais qu'au niveau international, ça se discute de plus en plus. Notamment, je pense Valérie, elle a mentionné un peu brièvement le projet OpenAir, qui est un projet qui est né en Europe, mais qui a des velléités internationales maintenant, et qui a aussi travaillé avec le Canada pour justement cette traçabilité entre ce que Rémi montrait, c'est-à-dire des projets de subvention et des publications. Parce qu'à date, faire ce travail-là manuellement, je vous garantis que vous allez mettre une armée de personnes et vous n'allez pas le faire chaque année. Donc, c'est quelque chose qu'OpenAir essaye de faire de façon plus automatisée, donc de permettre, par exemple, aux 3 agences fédérales d'avoir accès à un tableau de bord qui leur permet de savoir, d'après les publications qu'OpenAir a pu glaner par les dépôts institutionnels, par les éditeurs ou par d'autres sources de données, de pouvoir faire des correspondances, des corrélations entre des projets de recherche et des publications. Donc ça, c'est un projet qui est encore en phase pilote actuellement, mais qui est en train de se faire et qui ouvre la porte à cette fameuse vérification qu'on mentionne là, pour voir les chercheurs se conforment-ils vraiment à ces obligations-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Là, les chiffres pourront un peu plus parler. Notre question suivante serait quelles sont les difficultés rencontrées dans les processus de vérification, mais de ce que je comprends, on n'est peut-être pas encore rendu à discuter des problèmes rencontrés. On est peut-être encore rendu à l'étape où on détermine la responsabilité d'effectuer ces vérifications. Valérie, oui? Oui, effectivement. Il y a à qui revient la responsabilité. Je ne crois pas que ce soit aux bibliothèques. On peut accompagner, aider à faire ces vérifications-là, mais je pense que la volonté et les mécanismes doivent être mis en place par d'autres instances que la bibliothèque. Mais comme le mentionnait Dominique et tous les autres aussi, le problème majeur, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est publié. On ne connaît pas notre dénominateur. Alors, de calculer un taux de libre accès, c'est impossible. Donc, le premier mécanisme à mettre en place, ça serait de savoir qu'est-ce qui est publié dans nos institutions. Je pense que c'est l'étape 1 pour pouvoir aller plus loin. Et ce serait une étape qu'on attend que le vice-rectorat ou un décanat à la recherche prenne de son côté, ou c'est une étape où les bibliothèques devraient pousser pour que des actions soient prises? Personne ne se lance, c'est correct. Je vais revenir à mes questions officielles. J'arrive. Écoutez, là, en relisant mes notes, je me rends compte que je m'étais trompé sur la notion de vérification de conformité. J'ai pris ça comme les vérifications des éditeurs. Moi, c'est eux qui m'obsèdent. C'est que c'est ces vérifications de politique vers lesquelles on cherche à être conforme. Parce que pour l'instant, je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt, c'est ça le problème qu'on a.
c'est que ce n'est pas une conformité vis-à-vis des politiques des 3 organismes, c'est une conformité vis-à-vis des chiens de garde de la publication savante, je vais les appeler comme ça, les éditeurs commerciaux, qui eux nous pondent des politiques qui sont des vrais labyrinthes, qui sont quasiment impossibles à présenter aux chercheurs d'une façon intelligible, et qui fait en sorte que ça sape le moral des troupes au niveau de l'opérationnalisation. Je suis désolé de réinsister là-dessus, mais c'est quand même une réalité à laquelle on fait face. Et tant que l'autorité qui donne l'argent, c'est-à-dire les organismes subventionnaires, ne font pas un minimum d'efforts pour... ça s'est déjà vu, hein, il y a des organismes subventionnaires qui ont fait pression sur les éditeurs pour que leurs politiques et leurs embargos soient plus forts que les politiques des 3 organismes. On pense par exemple à la NIH, donc c'est des grosses organisations, mais je veux dire, les 3 organismes fédéraux pourraient peser aussi de leur poids pour aller dans cette direction-là. Ils ne le font pas. Ça, c'est un autre problème. Mais ça nous force du coup à être face à ces politiques. Et on parlait de la version acceptée, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont demandées. C'est-à-dire qu'il y a la version acceptée, mais quelquefois ils disent vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez avoir une page de garde qui mentionne telle affaire, vous devez ajouter un paragraphe type dans le fichier pour faire en sorte que ça fonctionne. Est-ce qu'on va rentrer dans tout ça en sachant que c'est éditeur par éditeur, parfois revue par revue, même sur un même éditeur, les Elsevier pour ne pas le nommer, les embargos sont différents revue par revue. Donc, c'est ça la réalité avec laquelle on fait face. Alors après, est-ce qu'on va, par exemple, nous, on a pris l'optique de dire, s'il nous le confie, le manuscrit, on va le garder, on va le conserver, même s'il ne peut pas être libéré. C'est le cas dans 40% des cas. On va quand même le garder. Ça nous permet d'avoir des métriques et d'évaluer la conformité. Nous, notre objectif, c'était, je reviens sur cette notion de vérification, c'était de pouvoir vérifier naturellement dans le dépôt où se situent les problèmes qui nous empêchent de libérer des articles pour avoir des chiffres et ensuite dire au vice-rectorat à la recherche, qui est notre partenaire dans ce dossier-là, de lui dire, écoutez, voilà où on en est après 4 ans. Là, on est à l'heure du bilan. Je vous l'avoue que cette année-ci, on a commencé à faire un peu le bilan de ce qu'on avait dans le dépôt. On va être prêt à commencer un peu ces représentations pour dire, voilà la situation. Et les causes des problèmes sont liées à des politiques éditoriales d'éditeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'arrange? On leur proposera des pistes de solutions certainement. Mais l'idée, c'est que le dialogue se noue autour de ce nœud-là, qui est celui qui nous pose le plus de problèmes pour faire avancer le libre accès. Je vais m'arrêter là. C'est parfait. Est-ce que quelqu'un veut renchérir ou commenter là-dessus? Parfait. Donc, ma dernière question pour cette table ronde, ça tombe bien parce que le temps file. Donc, à qui revient ou devrait revenir la responsabilité d'effectuer les vérifications de conformité avec les politiques mises en place? Félix, je te sens réfléchir. J'allais dire, c'est le premier qui bouge qui va répondre. Il ne faut pas que je bouge. Bon, OK. Oui, je n'ai pas beaucoup parlé, ce n'est pas mon habitude. Mais il y a tellement des panélistes intéressants. Je voulais vous entendre et c'était un plaisir de vous entendre. Bon, je ne sais pas si mon avis va être partagé. Je pense que c'est les bibliothèques. J'ai l'impression que les subventionnaires ne sont pas... premièrement, comment je peux dire? Les bibliothécaires connaissent bien théoriquement leur communauté, les besoins des universités, sont en mesure de vérifier. Ils ne peuvent pas contraindre, par exemple. Ça, on en a parlé un peu. Donc, comment je pourrais dire? La responsabilité de vérifier la conformité, on est déjà sur le plancher des vaches, on peut dire. Donc, on est en mesure de voir. Encore faut-il, on l'a vu un peu, faire la veille. Faire de la veille informationnelle, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Il y a certaines équipes qui le font déjà dans leur institution, mais donc, ça dépend, là, c'est évidemment des équipes et de la proportion des chercheurs qui publient. Mais je pense que les bibliothèques, et donc c'est ça, en collaboration avec la recherche, le secteur de la recherche, je pense qu'on est déjà on connaît bien les chercheurs, on a des fois des relations de collaboration avec eux, donc je pense que c'est à nous à faire ce travail-là. J'allais dire, pour moi, la vérification de la conformité par rapport à la politique relève de celui qui est responsable de la politique et de son application. Dans le cas de l'Université de Montréal, c'est clairement le vice-rectorat à la recherche.
je l'ai dit tout à l'heure, si le vice-rectorat veut déléguer, par exemple, la cueillette de données parce que c'est dans le dépôt, parce que c'est aux bibliothèques, d'accord, mais là, à l'Université de Montréal, je verrais mal que les bibliothèques fassent cette vérification de conformité à la politique, alors que la responsabilité dans la politique elle-même relève du vice-rectorat. Moi, je pense qu'on le disait, les hautes instances, souvent, ont besoin de se positionner. Là, pour moi, la conformité à la politique par rapport à des professeurs, des chercheurs, ça relève du vice-rectorat à la recherche, là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est eux autres qui ratifient, qui sont responsables morales, si on veut dire, des politiques, ça c'est clair. Et puis, ils ont une contribution à faire, mais je me dis, en quoi, souvent, c'est pas honorifique, mais c'est une contribution. Ils ne peuvent pas opérationnaliser ça autant que nous. C'est pour ça que je dis on peut fournir des données parce que c'est notre dépôt. Ouais. Mais parce que quand moi j'entends vérification de conformité, il y a un élément qui suit. Donc, est-ce qu'il y a, si tu ne te conformes pas, il y a une conséquence? On va parler en termes de parents-enfants. Si tu veux qu'il y ait une conséquence, ce n'est pas les bibliothèques qui vont faire ça. Là. On n'est pas là. Et non, je ne le vois pas. Fait que c'est pour ça que peut-être que je pousse et j'interprète, mais si tu vérifies la conformité, c'est parce que tu veux en faire quelque chose. Tu ne veux pas juste vérifier la conformité pour la vérifier. Là. Je suis d'accord. Effectivement, on peut fournir les chiffres, mais les données, mais ce n'est pas nous qui va évaluer. Ça, je pense que ce n'est pas de notre responsabilité. Effectivement, là, on ne se mettra pas à taper sur les doigts des chercheurs. On est là pour collaborer avec eux, les accompagner. On peut collaborer puis accompagner les vice-rectorats, les décanats, s'ils veulent effectuer ce genre de mesures-là. On peut fournir les chiffres, on connaît les outils, on connaît bien la bibliométrie, mais au-delà de ça, effectivement, je suis d'accord avec vous deux, ce n'est pas dans notre cours de taper sur les doigts. Ah, Félix, je suis désolé, je vais aller dans le même sens que Julie et Valérie. J'espère que tu ne te sens pas trop seul. Mais non, j'aime être avocat du diable, ça l'assume. Effectivement, on peut donner je suis d'accord, on peut donner les chiffres, mais on ne fera pas, ne serait-ce que, comme à Montréal, nous, le garant de la politique, c'est le vice-rectorat à la recherche. C'est aussi eux qui tiennent tous les cordons de la bourse, c'est-à-dire que les subventions accordées par les trois organismes subventionnaires ou même les FRQ sont gérées par le vice-rectorat pour le chercheur. Donc, c'est avec lui que le chercheur travaille, avec ce vice-rectorat que le chercheur travaille pour la gestion de ses fonds. Donc, s'il y a de la reddition de comptes à faire, c'est le bon terme, dans le fond. C'est à eux de se débrouiller avec ça. Nous, il ne faut pas oublier que les dépôts institutionnels, on ne les a pas mis en place pour respecter des politiques de libre accès. On est content d'en avoir parce que ce sont des outils qui nous permettent d'arriver à nos fins. Mais notre fin, c'est quoi? C'est d'en donner le plus possible de libre accès. Donc, si les politiques sont des leviers, moi, je suis d'accord d'avoir des politiques, ça me permet d'en mettre plus. Par exemple, on a parlé beaucoup des articles parce que ça a été bien présenté que ces politiques visent souvent ces contenus-là, que certaines évoquent d'autres types de documents, mais sans les retirer par la suite, ou du moins au moins les mentionnent, les chapitres, les livres. C'est aussi des enjeux. Nous, on accepte ces chapitres, on accepte les livres, on accepte les rapports de recherche, mais ce sont des enjeux, des enjeux documentaires différents pour ces articles-là. C'est plus difficile à les mettre en libre accès. Il faut travailler avec le chercheur, il faut travailler avec l'éditeur directement parfois. Et par contre, quand on les libère, on est tout aussi heureux que quand c'est un article. Donc, il y a tout cette véhicule-là. Nous comme institution, ce qui nous intéresse, c'est cette circulation libre. Les politiques sont des outils qui nous permettent, parfois même, qui nous ont beaucoup servi à faire accélérer. Je vous avoue que dans notre cas, c'est ça. La politique du libre accès de fédéral et provincial nous ont beaucoup aidé à recevoir plus de contenu. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, toute notre promotion s'axe beaucoup là-dessus, sur cette conformité. Mais c'est ça, je le vois comme juste un élément, mais le libre accès dans son ensemble est plus large que ça. Il nous reste 1 minute si quelqu'un veut le mot de la fin. Pas de volontaire, parfait.
Donc, c'est sur ça que se conclut ce webinaire. Valérie, Dominique, Julie, Pierre, Félix, Rémi, un grand merci à vous 6 d'avoir participé. Ça a été très, très intéressant de vous entendre sur vos réalités, sur vos réflexions par rapport à ce dossier-là. Merci à tous les participants. On voit qu'on avait quand même beaucoup de gens qui ont participé dans l'espace de discussion aussi, donc c'est toujours le bienvenu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Comme vous l'avez vu, le webinaire est enregistré. Vous recevrez le lien de l'enregistrement sous peu. Au revoir tout le monde dans la tempête de neige si vous avez comme nous de la neige, puis bon retour.